Il y a toujours des douilles dans le trail quand même, c'est la spécialité. Je suis juste tombé en amour avec les montagnes. C'est une aventure. J'avais même pas ça une course. Faut s'écouter, Ouais. mais pas trop. En fait, l'inconfort, ça se travaille limite. Moi, j'ai toujours un mantra en course, c'est calme. Lui, son point fort, c'est d'être le meilleur marcheur de tous. Bon, lieutenant Dan. Yes. J'adore cette punchline. Bon, Nico, ta mission, si tu l'acceptes aujourd'hui, c'est de réussir à me convaincre et à convaincre tous ceux qui ne font pas de l'ultra que c'est génial comme discipline et que ça veut pas dire qu'on s'y mettra un jour, mais qu'en fait qu'on se mette à ta place, à votre place, tous les ultra coureurs, et qu'on se dise ouais, je comprends un peu le pourquoi il y a derrière, pourquoi t'en fais et surtout pourquoi t'y reviens. Parce qu'en faire une fois, mais t'as fait entre autres la TDS, le dernier UTMB, le Tour des Géants il y a quelques années. Et même au début, t'es allé directement sur assez rapidement sur une course de 90 km au marathon du Mont Blanc. Est-ce que la mission te convient? Est-ce que tu penses que tu peux me convaincre que l'ultra c'est génial déjà? Je peux te convaincre, je pense. Ok. Il y aura sûrement des idées que tu vas peut-être pas aimer, mais je suis certain que je peux te convaincre, ouais. Donc à la fin de l'épisode, je vais m'inscrire sur une course. Oh, sûrement. On va choisir. Un traquenard que je me suis auto-infligé là, ça c'est dangereux ça. Avant ça, pour que tout le monde puisse un peu poser la personne, je vais te proposer de te présenter un petit peu. Tu viens, pourquoi on se parle aujourd'hui? Je m'appelle Nico. Donc, on partage le même prénom déjà, c'est déjà bien. Mais donc, je suis français. Ça fait 8 ans que je suis installé à Montréal. Puis, je suis responsable technique pour On pour tout l'Est du Canada. Donc, je m'occupe des formations, des événements, des partenariats. Puis, je cours depuis très longtemps. Parce que j'ai joué au soccer pendant 15 ans quand j'étais plus jeune. Puis après ça, j'ai commencé à me mettre au marathon en 2012 quand j'ai vécu aux États-Unis. J'ai été nounou aux États-Unis pendant 2 ans. Et vu que j'avais beaucoup de temps libre, j'ai commencé à courir. Puis là, j'ai dit, je pourrais m'inscrire au marathon de Philadelphie. Et 2 semaines avant, quand c'est le moment du TPE, je me suis brisé la rotule. Donc après ça, j'ai arrêté. Ouais, briser la rotule. 2 semaines avant, donc le TPE, c'est très important. Le TPE, faut pas faire d'activité dangereuse. Qu'est-ce que t'as fait comme activité Je joue au soccer, puis choc avec le gardien, la rotule a totalement sauté. Puis, mais j'ai marqué le but en même temps, c'est ça qui était assez drôle. Mais ça fait qu'après ça, en fait, j'ai totalement arrêté le soccer. J'ai été arbitre pendant 2 ans parce que j'adore tellement le sport que je suis resté là-dedans. Et après, quand j'ai déménagé ici, il y a eu totalement un switch. J'ai commencé à fréquenter les clubs de course tout de suite et j'ai juste fait ça. En fait, j'ai commencé à courir. On s'est rencontrés très rapidement aussi à Montréal avec l'autre Nico. Donc, il y avait 3 Nico qui faisaient de la piste. Et c'est ça, en fait, j'ai commencé juste à courir. Je travaillais en boutique après, donc tout se mêlait un petit peu. Et vu que j'avais une maîtrise en marketing du sport, je voulais vraiment travailler dans ce domaine-là. Je suis resté là-dedans. Et en fait, après ça, la course, le trail, tout s'est entremêlé. Puis maintenant, c'est pas mal. Je dirais que je voudrais pas dire ça, mais c'est quand même pas mal mon identité. Tout le monde me connaît comme un coureur. Je suis plus que ça, mais ça reste que la course à pied a pris une grande place dans ma vie. Et après ça, je me suis mis à l'ultra, donc je fais pas mal de 100, 60, j'ai fait le Tour des Géants, comme t'as dit. Puis là, j'ai fait le rêve de tout coureur de trail et je viens juste de faire du TMB. Donc c'est ça. C'est ma personne. Tu disais ici, enfin c'est ton identité. Pour ceux qui sont en France, on te connaît moins, mais ici à Montréal, au Québec, beaucoup de coureurs connaissent Nicolas Dan parce que justement t'es présent dans tous les groupes de course. Enfin, ta job avec On d'être présent auprès des gens, je pense que y a personne qui dira que tu ne l'incarnes pas parce que vraiment c'est ça que les gens t'es là tout le temps, t'es là partout, mais avec l'énergie qu'on veut avoir en fait, qu'on veut voir dans la course parce que le plaisir il vient de là et c'est ça que tu véhicules et c'est pour ça que je suis content de t'avoir aujourd'hui. Je suis très content d'être là aussi. Si on va du coup un petit peu aux origines de tout ça, tu nous as parlé un peu de marathon, machin, mais t'es quand même rapidement allé sur une longue distance, qui est le 90. Moi, je me pose la question de qu'est-ce qui t'a fait dire, je vais aller faire ce 90 du Mont Blanc, parce que, je prends mon exemple, j'ai été faire le 42 du Mont Blanc, et déjà, j'étais en mode, je me suis inscrit à ça, c'est long, comment je vais réussir à tenir? Et le 42, il est dur. Du coup, le 90, c'est... Ouais. Puis, pour vrai, c'était une grave erreur. Mais après, on apprend toujours. Tu sais, maintenant, quand je parle aux gens, je leur dis, moi, je fais énormément d'erreurs dans la course à pied, là. Puis, tu sais, on en parlait avec Mathieu, lui appelle ça, on parlait d'apprentissage, lui, il appelle vraiment ça des erreurs. Puis moi, je suis totalement d'accord avec lui. C'est pas des apprentissages, c'est des erreurs.
Des erreurs, j'en ai faites. Mais moi, au début, j'avais pas la proportion du dénivelé, tu sais. Donc moi, j'avais fait un 62 km, le trail à Côte d'Opale, c'est mon premier ultra. Donc Donc, avant de courir un marathon, je n'ai jamais couru d'ultra. Ok. Donc j'ai fait ultra direct. 62 km avec, c'était pas grand chose, hein, c'était 1800 de dénivelé. Il y a du sable, par contre. Il y a du sable. Ah, beaucoup de sable. Beaucoup de sable. J'ai dit que j'allais y retourner une fois dans ma vie parce que c'est la maison puis c'est là que j'ai commencé la trail. Mais 98 du Mont-Blanc, je me suis inscrit avec un ami. Un ami, Baptiste, là, puis on a commencé à se dire, hey, on pourra aller au Mont-Blanc, c'est cool, nan, nan. Le plus gros entraînement que j'ai fait en dénivelé, c'était moins de 1000. J'avais fait 900 et c'était sur le Cap Blanc-Nez. Donc le Cap Blanc-Nez, les gens le voient s'ils regardent la série du Tour de France. Là, on voit Wout van Aert qui attaque dans le Cap Grinet, c'est ça. C'est une butte de 100 mètres, littéralement, sur 2 kilos, je pense. Et je me souviens toujours, j'avais fait ça. À l'époque, j'avais pas de montre GPS. Donc je suis rentré à la maison, j'ai mis sur Strava, puis j'ai vu que ça avait fait 900, puis j'étais genre, 900, c'est super cool. Et là, tu t'es dit, hey, je vais aller faire un 6000 mètres de dénivelé au Mont Blanc. Puis tu sais, t'en rends pas compte, là, tu fais le Brévent tout de suite. Et moi, c'est la première fois que j'utilisais des bâtons. Jamais utilisé de bâton d'entraînement. J'arrive, j'avais un bâton tout neuf. Je pars là-dedans, 1500 mètres de D+. Et je me souviens, j'ai fini la course en 21 heures, je pense. Puis à l'époque, ils avaient appelé ça le 80 du Mont Blanc. Ah. Et ça faisait 90. Donc à l'époque, les gens qui ont gagné. Des douilles dans le trail quand même. C'est la spécialité. Ça, ouais, mais t'inquiète. Mais tu sais, les pros arrivent à la fin. Je me rappelle, je pense que c'était Lucie Bartholomew qui avait dit à l'organisation, genre, hey guys, c'était un 90, mais c'était pas un 80. L'année d'après, ils ont appelé ça le 90 du Mont Blanc. Mais c'était un 90 et 6000. Puis je me souviens toujours, tu sais, c'est la première fois que j'allais en montagne. Donc je suis arrivé là-bas, j'ai même pas couru. Je suis arrivé là-bas, on s'est mis au Club Med, on est arrivé, jour de la course, bim, on prend le truc, on part. Et je me rappellerai toujours, c'est la dernière descente. C'était, tu descends littéralement je pense quasiment du plan de l'Aiguille ou un truc comme ça de l'autre côté. Et ça finissait jamais, tu sais, je voyais Chamonix en bas, c'est bientôt la fin. Non, ça, c'était 1h15 à descendre le truc. Puis moi, ça m'avait totalement détruit, là. Puis c'est là que j'ai compris que la montagne, là, faut que tu la respectes, puis faut que tu fasses tes devoirs. Et là, j'avais pas fait mes devoirs. J'étais allé comme un innocent, là. J'étais genre, 6000 mètres de dénivelé, c'est quoi? C'est pas grand chose. En fait, c'est beaucoup, beaucoup d'affaires. Donc après ça, tu sais, quand je suis arrivé ici, j'avais une notion du dénivelé. Donc je savais que si tu fais pas ton travail de dénivelé, c'est pas possible. Tu sais, tu vas le subir, puis tu vas sûrement être brisé pendant des mois après. Hein. Du coup, il y a deux questions moi là-dessus. C'est si on revient en arrière, c'est quoi le truc qui te fait dire waouh, ça va être cool de faire 90 km dans la montagne. Et après justement le post-course, à quel moment tu te dis ok, j'étais pas prêt, mais quand même, c'est nice et je veux y revenir, quoi. Mais moi, je trouve déjà, je suis tombé en amour avec le Mont Blanc. Tu sais, donc avant d'y aller, c'est sûr que tu sais, tu regardes des vidéos, tu regardes des trucs. À l'époque, tu avais du contenu quand même un petit peu, mais pas trop, par rapport à tout ce qui était UTMB, etc. Donc moi, je commençais à m'y intéresser, tu sais, Kylian Jornet, Antoine Krupichka, etc. Et j'étais vraiment intrigué, là. J'étais genre, ok, ce sport-là m'appelle. Le long m'appelait déjà un petit peu. Genre, même si j'avais fait un 62, tu sais, j'avais vu que l'effort de 4 heures et plus, j'aimais ça. J'aimais ça. Je pense que je suis un diesel. Tu sais, je suis pas tant vite en trail, mais j'arrive à durer longtemps. Puis après, en fait, l'après-course, je suis juste tombé en amour avec les montagnes. Puis Chamonix, c'est une place particulière. T'as déjà été. T'arrives là-bas, puis t'es en voiture, en bus. T'as directement le Mont Blanc. Tu l'as dans la face tout le temps, quoi. Tu regardes à droite, à gauche, t'as le Brévent, t'as le Mont Blanc, puis je tombe en amour avec, puis je suis retombé, je suis reparti là-bas plusieurs fois, j'ai eu 4-5 fois, je pense, à Chamonix. Puis c'est sûrement l'endroit où je suis toujours attiré, c'est comme un aimant, limite. Donc, puis après ça, les montagnes, ça a toujours été un attrait, là. Tu sais, à Montréal, on rigole toujours, on dit toujours, la montagne, c'est en allemand royal, mais c'est plate, mais c'est une des villes du monde où t'as une montagne en ville. C'est pas une grosse montagne, mais tu peux être dessus puis avoir du plaisir. Ouais, puis il y a moyen de s'entraîner quand même de manière intéressante dessus, là. Ah oui, Matt a préparé le UTMB au Québec, on va se le dire, là. Je pense que c'est bon, ça valide que c'est possible. Ça valide, je pense. Puis j'ai préparé le Tour des Géants aussi ici, donc à Montréal, en ne sortant pas de Montréal. Donc c'est possible. Pour avoir fait des 3 heures, des 4 heures sur le Montréal, tu t'ennuies pas, en fait. T'as vraiment ce côté agréable. Désolé, je suis obligé de... Antoine, la poisse est revenue quand même. Ça a été notre spécialité, dès qu'on tournait avec Antoine. Ah ouais. Un truc... Ça t'arrive à le couper, genre? Ouais, avec ça devrait aller avec ces micros en post-traitement. Ah, ok. C'est plus ça, mais il fallait que je fasse un clin d'œil à Antoine parce que ça, c'est notre vie pendant des années. Je pense qu'on le laissera même
au montage parce que c'est drôle. La tondeuse derrière. À chaque fois qu'on avait un tournage, il y avait une tondeuse ou des C'est Montréal. C'est Ouais, c'est c'est le charme. c'est C'est ça. le charme de Montréal. C'est le même gars. En fait, il voit la lumière, il dit, allez, tabarouette, je vais y aller. Oh, je suis Tondeuse. revenu. Je Attends. choisis quoi aujourd'hui comme instrument? La tondeuse. Oh, j'avais ça dans un coin de ma tête depuis 2 minutes. Ah, mec. C'est bon. Donc, je sais plus ce qu'on disait du coup, mais ça m'a. Bah, Montréal, tu sais qu'on est Ouais, super chanceux d'avoir ça, là. Tu sais, c'est un super bel outil, là, mine de rien. Tu sais, il y a plein de monde qui s'entraîne juste là-dessus parce que, ben, tout le monde peut pas se permettre d'aller, genre, à Mont-Tremblant, à Saint-Hilaire, etc., tu sais. Donc, t'as ça, tu sors, tu prends ton Bixi, tu vas à la montagne, tu fais 1 heure. C'est ça qui est cool ici, c'est que tu peux quand même en fait préparer du trail long avec du dénivelé en te disant bon, c'est peut-être pas optimal, mais c'est quand même pas mal. Alors qu'il y a plein d'autres endroits où bah en fait t'es sur la côte d'Opale ou en Normandie, à part refaire la même côte indéfiniment, mais qui a pas le terrain. Ici t'as quand même un petit, c'est pas technique comme les Alpes, mais t'as quand même des petits chemins qui te permettent Ouais. de travailler un peu l'aspect cerveau en fait, Ouais. où tu poses les pieds. Quand t'as pas ça, moi c'est pour ça que là je suis en mode c'est cool le trail, mais je pense pas que j'en préparerais ou alors des moins durs Ouais. au Havre parce que sinon j'arrive et en fait à la montagne ouais mais là j'ai zéro ce qu'il faut dans le cerveau pour. Ben, tu sais, faut être super spécifique à ce que tu veux faire. C'est sûr que toi, en Normandie, mettons, faudrait que tu trouves un trail qui soit super roulant, là. Mettons, Ouais. trail californien, etc., où c'est genre, des California Carpet, ils appellent ça, là. C'est super roulant, puis ça marche bien. On m'a dit d'aller dans le Morbihan là à l'ultramarin, il y avait des ultramarin, terrains oui, pour. oui. Mais j'étais en vacances là-bas, c'est trop bon. La Vendée. Ouais. La Vendée. Enfin, je vais me faire Non, insulter. la Vendée, c'est pas là. Géographie. Sorry. Oh merde. Mais oui, c'est ça. Ah, non, ça a d'être super beau, ça, l'ultramarin. Ouais. Ça va être vraiment nice. Parce que c'est Van. C'est commencé pareil. Ah ouais. Mais ouais, non, c'est trop. pareil. C'est là aussi où il y a d'autres terrains de trail et il y en a pour tout le monde. Ouais. On va pas partir là-dessus, mais moi, le terrain technique, je prends pas de plaisir de. En fait, j'en prendrai jamais. C'est le truc. Il y a des fois, tu dis, ah, je vais apprendre et je vais être bon et ça va me plaire. Et là, tu te dis, ouais, mais en fait, je sais que c'est pas ça qui me. J'ai envie de dérouler la foulée, j'ai envie de courir. Toi, en fait, t'aimes ça aussi, être dans le terrain un peu où tu dois naviguer. Ouais. Sinon, Mais- t'aimerais pas recourir au Mont Blanc Mais tu sais, le technique, moi, le technique, je suis pas super à l'aise, je te dirais. Moi, faut que ça soit, moi, je suis super à l'aise si ça monte. Si ça monte, donne-moi-en, là. Genre, monter, aucun problème, monter, descendre, pas de problème. Mais quand ça devient technique, je suis quand même le moins à l'aise dedans. Un terrain roulant, ça passe. Mais le technique, tu sais, c'est ça, faut que tu le pratiques. Puis c'est comme tout, c'est comme les descentes, c'est comme tout, faut que tu le pratiques pour que ton cerveau, il soit à même de se dire, tu sais, les lectures à 3 mètres, etc., là. Parce que sinon, si tu le pratiques pas, tu vas toujours perdre du temps, là. Toujours. C'est intéressant du coup parce que tout le monde peut. Enfin, dis au final, toi, tu fais ces courses autour du Mont Blanc, t'y reviens, t'aimes ça, mais sans être. Bon, après, c'est pas les plus techniques non plus parce Non. que là, on est au Québec, Non, il y en a de la racine et de la Ouais. pierre. Oui. Mais ouais, bon, c'est intéressant parce que je pense que pour beaucoup, ça reflètera aussi sur ce que j'aime justement, c'est monter, descendre et s'amuser à courir sans que ça soit trop technique. Je pense que ça correspond à beaucoup de gens en fait, Ouais. cet aspect-là du trail. Il y a quand même très peu de personnes, je te dirais, ben, on va se dire, au Québec, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment ça, le technique, parce que t'es dedans. T'es obligé de le subir à un moment donné, tu sais. Oui. En France ou autre chose, tu sais, c'est sûr qu'il y a des endroits, tu sais, tu parles de technique à un Californien, là, lui va dire, c'est quoi ça, là? Il va venir au Montréal, puis il va dire, oh, c'est technique. Alors que non, c'est pas technique. Mais ça reste qu'ici, je pense les gens dans leur ADN entre elles, ils sont beaucoup plus forts en technique qu'à d'autres parties du monde, c'est certain. Ils sont obligés de s'adapter, là. Mais ouais, mais même en ayant vu là le Québec un petit peu les terrains qu'il y a, remets en arrière MCC, tout ça, tu fais ouais, pas technique en fait. Non. Tu sais, le Mont Blanc, c'est pas technique. C'est juste que moi, je pense que quand j'ai fait l'UTMB, je l'ai sous-estimé. Je pensais que ça allait être plus facile que ça, mais il y a quand même des sections où je sais même pas comment Tom Evans arrive à aller aussi vite là-dedans. Ouais. Puis après ça, c'est sûr que c'est Descendre du Béchard ou des trucs comme ça, là, tu Ouais. les vois courir là-dedans, tu dis, ah bah ça a l'air d'aller. Et toi, tu regardes, tu fais, ah non. non. Donc ça, tu sais, je pense il y a quand même des sections techniques, mais la majorité de la course est ultra roulante quand même. Là. Ça se court super bien. Là. Ou ça se marche super bien. Ouais, non, mais ça, c'est la réalité aussi. C'est que sur Ouais. de l'ultra, en fait, des fois, il y a la caricature du trail, ouais, c'est de la randonnée. Alors, c'est beaucoup plus rapide il faut marcher vite. La Ouais. randonnée, tu te promènes. Là,
en fait, tu le vois dans les courses ou dans tes entraînements, tu marches, Ouais. mais quand il y a des randonneurs, tu les passes à une vitesse Ouais. et je crois que c'est Tom Evans qui disait ça aussi justement. C'est lui son point fort, c'est d'être le meilleur marcheur de tous et il marche à une vitesse. Il marche. C'est tous ces techniques d'entraînement, tu le vois. Tu sais, lui s'entraîne beaucoup sur tapis. Il y a un tapis avec les harnais, avec Ouais. le Kaiga qui peut genre faire les pôles, etc. là. Moi, je pense que t'es obligé. Si tu veux être un coureur complet, là, on dit toujours meilleur grimpeur, meilleur descendeur, bon dans le technique. Il faut que tu sois vraiment bon à la marche. Genre marche rapide pour avoir, tu sais, économiser ton énergie dans les montées, là. Quand tu vois des vidéos de gars qui montent à la course et qui montent à la marche, tu vois que quand ça devient la bascule, les gars qui ont marché, qui ont économisé d'énergie, sur le long terme, genre les 4-5 kilos après, le gars qui a marché, là, il va récupérer puis il va passer l'autre gars facilement. Là. En vrai, quand tu fais les deux, il y a pas, enfin, à partir d'un certain pourcentage de pente, Ouais. il y a aucune chance ou courir, en tout cas, à part quand c'est sur des courtes distances. Hein, Ouais. mais marcher, tu peux vraiment varier la manière dont tu utilises tes muscles. Si t'as des bâtons, tu changes totalement ce que tu fais et puis tu peux arriver en haut. T'as un peu mal aux jambes, mais t'as réussi à harmoniser un peu tout ça, Ben quoi, oui. et à parvenir avec juste tes mollets qui sont totalement. Parce que des fois, tu peux t'entraîner avec des personnes qui vont débuter en trail, hein, puis c'est très dur d'éduquer quelqu'un à lui dire c'est bon de marcher. Donc tu vas courir avec cette personne-là, puis elle va commencer à courir en montée, puis elle va devoir marcher, puis elle dit ben là, faut pas que tu marches. Genre non, faut que tu marches. Parce qu'à un certain degré de pente, là, c'est zéro économique de courir, là. Tu vas commencer à avoir les mollets, genre, totalement tendus, tes tendons d'Achille en élastique qui vont, genre, briser, là. Mais c'est très dur d'éduquer le monde à, genre, apprendre à marcher. C'est fou parce que en trail, en longue distance, ça paraît évident que de toute manière, si tu fais les calculs, jamais tu peux courir Non. tout le long. Non. Mais du coup, là, je le tente un peu sur la route aussi de dire aux gens, pour beaucoup, ton ravitaillement, tu t'arrêtes, tu bois un truc en marchant, tu perds 5-10 secondes. C'est-à-dire rien à l'échelle d'un marathon. Potentiellement, tu te requinques un peu musculairement, nerveusement, mais tu sens que non, mais c'est une course. J'ai pas envie de marcher et c'est pas le naturel. En fait, t'as l'impression que tu triches si tu vas marcher sur une course. Alors qu'il y a rien, il y a personne qui a jamais dit la règle, c'est de courir tout le long. En fait, c'est auto-imposé ce. Ah oui, puis tu sais, c'est juste mal vu de marcher, genre. Je trouve que le monde, c'est mal vu de marcher. Genre, bah non. Tu sais, tu vas en train, là, le monde, t'en vois tellement marcher, là. Tu regardes les vidéos des pros, là. Les pros, ils marchent, là. Tu sais, tu regardes des montées, là, il y en a aucun qui court dans certaines montées, là. Puis voilà, c'est la réalité de la chose. Le trail, faut marcher. Faut être un bon marcheur. Si on se remet du coup en arrière, là, parce que là, on parle de ça avec ton expérience de dizaines d'années dans le trail maintenant, mais tout ça, au début, tu le savais pas, tu l'as appris en chemin et quoi, les erreurs que tu as fait à ce moment-là où tu es en mode aujourd'hui, bah ouais, c'était évident, mais j'en avais aucune idée, quoi. Il y a tellement d'erreurs, là. Et la nutrition, ça, je pense, c'est la chose la plus importante, là. Puis même maintenant, je suis pas encore le meilleur, mais j'ai mes affaires que je sais qui marchent. Mais tu sais, au début, j'ai fait plein de trails où j'essayais un gel, j'étais genre estomac barré, course totalement genre fuck, là. Donc, nutrition, genre, je fais beaucoup d'erreurs. Entraînement, après ça allait beaucoup mieux. Je me suis beaucoup éduqué, je fais des formations, etc. Donc ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Je fais moins d'erreurs. Mais je te dirais nutrition, matériel aussi, tu sais. Même maintenant, j'en prends encore, tu sais. Tout ce qui est crème anti-frottement. J'ai trouvé la solution enfin, là. Mais t'imagines, j'ai commencé la trail en genre 2012, là. J'ai juste trouvé la solution là, on est en 2025. Donc il y a plein d'affaires que t'es toujours à bricoler et à essayer, là. Mais je te dirais, ouais, nutrition, truc anti-frottement, entraînement, je pense pas que j'ai fait d'énormes erreurs. Tu dois pas être spécifique au début, c'est sûr. Tu sais, genre, 98 Mont Blanc, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. T'entraînais en Picardie. Anyway, le... C'est ça, là. Ça existe pas le spécifique. Mais tu sais, genre, même, Tort des Géants, l'erreur que j'avais faite, c'est parce qu'on avait la pandémie, tu sais, donc c'est pas vraiment une erreur. Tu sais, je subissais un peu ce qu'on vivait, là. Mais c'est sûr que faut toujours être spécifique à ce qu'on fait. Puis maintenant, j'ai beaucoup compris. Donc, si je vois une course, je vais analyser typographie, c'est quoi le type de terrain, etc. Puis adapter toutes mes sorties longues et mes week-end shocks à ce type de terrain-là, tu sais. Alors qu'avant, je faisais pas ça. Donc, ça savais que j'arrivais le jour de la course. Puis là, t'es surpris. C'est genre, oh, mais c'est tellement technique. Ou c'est tellement roulant, puis je me suis entraîné dans du technique. Donc, c'est ça. Je veux dire que c'est ça les grosses erreurs.
c'est intéressant parce que du coup, l'entraînement maintenant, c'est quelque chose qui est un peu plus normé. Enfin, tu t'entraînes sur campus, au final, ton entraînement, t'as pas trop à réfléchir, mais Ouais. il faut mettre tout ce qu'il faut autour pour. Ça suffit pas en fait. Non. Et ton entraînement, faut le faire au bon endroit. Il faut penser à comment je vais être après 5-10 heures de course, selon la durée de ta course, Ouais. et te mettre dans ce mindset-là, parce que si tu te dis, tu penses juste aux 5 premières heures, Ouais. super, mais ça c'est la partie facile. Si on parle de l'UTMB, elle était pas forcément Ouais. ultra facile, mais Ouais. Mais c'est surtout ça, c'est l'aspect. Parce que l'aspect physique, tu le contrôles beaucoup quand même. Tu contrôles pas mal de paramètres, ton entraînement, ta nutrition, etc. L'aspect mental, ça, c'est un truc que tu gagnes avec l'expérience totale parce que tu commences à te connaître. Tu sais c'est quoi les zones où tu vas être mal, puis comment il faut que tu réagisses à ce moment-là. Parce qu'au début, c'est les premières. J'ai jamais vraiment eu des grosses courses où j'ai été dans le mal, où j'étais genre j'arrête, nanana. Je me suis arrêté qu'une seule fois. Je me jette pas de fleurs, mais j'ai un DNF. Puis le seul DNF que j'ai, c'est 5 semaines post-TDS, j'ai fait un 160, puis j'ai arrêté au 100e. Puis c'était des conditions apocalyptiques. Là. Donc c'était le seul. Mais mentalement, genre, tu commences à connaître tes zones. Bromont. À Bromont, ouais. Ouais, c'était. En plus, ça devait être Matt qui devait me pacer, là. Puis à chaque fois, je dis ça au monde, je fais mon seul DNF, c'est quand Matt Blanchard devait me pacer. Puis ils font, bah là, t'aurais pas dû arrêter. Je suis genre, à un moment donné, le mental, il peut pas aller bien loin, là. Mais ça, t'as quand même des. Maintenant, j'ai des zones mentales, je sais où je peux aller. Des zones où, quand je commence à y arriver, c'est là que il faut faire des ajustements. Puis c'est toujours un peu pour ça que j'aime l'ultra, je pense aussi, c'est que c'est toujours un aspect, c'est un puzzle pour moi, c'est un casse-tête. Puis il va toujours se passer plein d'affaires que t'as pas prévues. Et il faut être super à l'aise avec l'imprévu et rester extrêmement calme. Puis ça, je pense qu'au début, quand je courais, je paniquais beaucoup. Tu sais, à l'UTMB, j'ai eu plein de moments où j'aurais pu paniquer. Le Nico d'il y a 10 ans aurait paniqué solide. Et là, je suis arrivé, mettons, premier ravito, faut que j'allume ma frontale. Il pleuvait tellement que ma frontale a oxydé. Ma batterie de frontale a oxydé dans ma poche arrière. Le son de Nico met ça dans un ziploc au lieu de partir avec juste avec sa frontale. Et quand j'ai littéralement mis mon sac sur la table et j'aurais pu flipper là et me dire, hey, je fais l'UTMB, j'ai ma batterie qui est morte. Et là, je juste dit, on se calme. Genre, t'as une autre batterie, tu vas sortir ton sac, chill. Oui, tu vas faire l'UTMB avec une batterie de rechange, mais ça se fait. Alors que, tu sais, quelqu'un qui aurait pas eu d'expérience, il aurait pu totalement flipper, là, genre pleurer puis dire, OK, c'est fini mon UTMB, nan. Mais je pense que plus t'as d'expérience et plus t'es capable de genre te canaliser, te dire, on se calme. Puis moi, j'ai toujours un mantra en course, c'est calme. Puis même quand je m'enflamme, je suis genre, on se calme. Tu souffles 2-3 fois, les épaules redescendent parce que tu peux être euphorique, puis 15 minutes après, genre, être au fond du trou. Puis ça, c'est pareil. C'est toujours un roller coaster de faire attention, mais ouais. C'est drôle parce que ça dépend vraiment des aspects. Parce que pour le marathon, maintenant, je vais être très calme. Je sais ce que je fais. Je sais comment il faut ajuster. Je me mets en trail cet été. En fait, c'est roller coaster, mais où je vais sauter dans les pièges en mode ça se passe pas comme tu veux, tu t'énerves et puis t'es en mode enfin totalement l'inverse en fait. Et bah c'est sûr que dans ce que tu dis c'est de l'expérience, et si t'en fais plus à un moment tu dis oui bon en fait, c'est la même chose à chaque fois, donc il faut juste que j'apprenne à naviguer dans ces moments-là. Mais c'est pour ça que souvent je dis que la course sur route et le trail, ça a beau être de la course, c'est deux sports qui sont très différents. J'ai beau être expérimenté sur route, néophyte en trail, et limite j'y comprends rien en fait. Et ça amène un côté humble aussi de se dire bah ouais, là je suis débutant et je sais pas faire. Et si tu veux savoir faire, bah il faut s'y mettre vraiment quoi. Ben oui, parce que l'année dernière, moi ce que j'avais fait, c'est que tu sais, je prends toujours des années un peu de transition de temps en temps. Là. Genre, je veux pas faire de l'ultra tous les ans. Et l'année passée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un 100 kilos au début d'année, mais je m'étais inscrit au Petit Train du Nord. Parce que je savais que le 100 kilos, ça allait m'amener le volume, la vitesse, etc. Et après ça, en fait, j'ai switché totalement, genre, marathon. J'ai pas fait une sortie de trail entre juin et octobre, genre. Juste la route. Et quand je suis arrivé, je suis genre, OK, là, c'est deux sports totalement différents. Dans le sens où le trail, t'as le droit à l'erreur. Et tu peux te tromper 10 fois dans une course. La route, t'as pas le droit à l'erreur. Tu pars. Si t'as une erreur majeure, nutrition ou je sais pas quoi, ça brise. C'est fini. Un marathon, c'est fini. Un marathon, c'est terminé.
Le trail, tu peux te tromper, là. Genre, un gel qui donne mal au ventre, ben, c'est ça, tu sais, tu réajustes dans 1 heure, ça ira mieux. La route, pas tant d'erreurs à avoir, là. T'es sur une ligne fine tout le temps. Puis si ça brise, bah, ça brise. Puis ouais, il y a ce côté, il y a un chrono derrière, donc en fait, il y a pas d'excuse, c'est t'as réussi ou enfin, si tu peux mettre des excuses, mais il y a est-ce que t'as atteint le truc ou tu l'as pas atteint? Tu partais pour quelque chose, donc en fait, tu peux pas dire ouais, mais non, en fait, je partais pour 5 minutes. L'avantage du trail, c'est que ça, dans tous les cas, tu peux pas savoir combien de temps tu vas mettre. Ouais. Donc, bon, bah si t'as mis 5 heures de plus que ce que t'estimais, tu sais que quand même ça s'est mal passé. Ouais. Mais il y a quand même il y a dans tous les cas une fenêtre de, si je fais tout bien, ça peut aller par là. Ouais. Mais tu sais que tout faire bien, bon, c'est compliqué quand même. Ben Donc oui, en fait, c'est combien de pièges je vais réussir à éviter pour que globalement ça aille le plus proche possible de mon niveau physique. Ben oui, tu sais, genre, l'UTMB, tu sais, moi, je m'étais mis une fourchette de temps. Puis, tu sais, je l'ai eu. J'avais vu 33 à 36, je l'ai eu. Mais tu sais, genre, la route, mettons, si tu finis quelque chose en trail, on va te dire, ah, t'as fait l'UTMB, ah, trop cool. On va jamais te demander ton temps. À part si c'est quelqu'un qui s'y connaît en trail, puis va te dire, ok, 33 heures, super cool. Sur route, par contre, tu te dis, j'ai fait un marathon, ah, tu l'as fait en combien? Par contre, le monde va te juger sur ce truc-là, juger entre guillemets, mais ils vont te dire, ok, t'es rapide comme ça. L'UTMB, genre, on s'en fout. Alors, même UTHC, tu sais, ah, t'as fait UTHC 125. Trop cool. On va jamais te demander en combien de temps. Parce que même que tu l'aies fait en 19 ou en 33, on va te dire bravo pareil. Donc, c'est pas... Parce que à part si tu l'as fait, on n'a aucune idée de combien de temps c'est. Mais oui, c'est une partie minime de la population qui va te demander ton temps. Hein. On va dire, tu l'as fait, ah, trop cool. Anecdote sur l'UTMB. Tu te dis, ouais, t'as mis 33 heures. T'es donc arrivé à 3 heures du matin. Oui. On s'est vu sur la ligne de départ. Je disais, j'ai un podcast à 8 heures le samedi avec Joseph. Je dis, faut que j'arrive avant. Bon, on avait 5 heures avant, donc on avait. J'ai quand même pensé dans la course. J'étais genre, faut que j'arrive avant 8 heures quand même. Je pense que ça va se faire. Ça a été une belle journée. Enfin, de toute façon, c'est la semaine de l'UTMB, mais si tu dis, je vais dormir, comme ça, je me réveille pour aller voir Nico sur la ligne d'arrivée. Mais en fait, t'es excité par le truc, donc tu dors qu'à moitié. Tu te lèves, après, tu redors plus. Et là, t'es à 8 heures en train d'enregistrer un podcast, tu te dis, quelle vie. Oh, mon et Dieu. En même temps, elle est cool. Puis en plus, avec Joseph, ça devait être très cool. Bah, lui aussi, il était fatigué de la même manière. Enfin, et à la fin, ça donne quand même, tu te rends compte à quel point le cerveau, tu mets, c'est cool. J'oublie la fatigue. Allez, je passe dans un, bah, de toute façon, j'imagine que dans l'ultra, il n'y a pas le choix qu'à des moments d'être justement de te dire, je suis fatigué. Oui, je sais. Mais en fait, on va continuer quand même et tu trouves ces ressources, normalement, tu les as pas. Enfin, c'est au quotidien, tu dis, je suis fatigué, je vais aller me coucher. À un moment, tu vas aller te coucher. Là, t'es au milieu de ta nuit et j'imagine qu'il y a des moments où t'es fatigué et tu dis, j'aimerais bien aller me coucher. Mais le cerveau est capable. Tu sais, genre, le tort des gens, j'ai pas dormi les 48 premières heures. Puis ça, je m'étais dit, tu sais, on m'avait dit, la première base de vie à 24 heures, tu dors pas. Puis c'est prouvé que tu peux vraiment toffer plus que 24 heures sans dormir. Et tout le monde a déjà fait une nuit blanche, puis continue un petit peu. Mais genre, l'UTMB, j'étais ultra fatigué parce que je fais une hypothermie la nuit, donc le corps était vraiment en gros shutdown. Donc même en prenant de la caféine, il avait pas envie de dormir. Il voulait se réveiller tout le temps. Mais faut vraiment, genre, le cerveau est capable de pas dormir. Et c'est une machine quand même assez incroyable. Genre, dans tous les sens du terme. Il va te donner un message, toi, t'es capable de lui dire non. Genre, il faut que tu passes au-dessus de ça. Et en fait, en général, le monde, ils ont genre leur jauge de douleur, inconfort, etc. Et ils vont dire, mon cerveau, il me dit, j'ai mal, je suis fatigué, faut que je dorme. Alors qu'en fait, t'es capable de surpasser ce message-là. Et genre, sur le tort, ce qui était drôle, c'est que, évidemment, j'étais totalement brisé en courbature. Genre, personnellement, j'avais mal jusqu'au cou, etc. Et je me rappelle, je m'étais arrêté à un ravito avec Martine Marois, qui était là. On était ensemble en train de manger des pâtes. Et je me suis relevé et littéralement, je n'avais plus aucune courbature. C'était à rien comprendre. Je me suis levé, je fais, ok, je viens juste de commencer à courir. Et j'ai couru une descente. Puis genre, ça n'a aucun bon sens. Et j'étais redevenu tellement heureux parce que je pense que mon cerveau, à un moment donné, il est juste tanné de te dire, ok, je suis dans l'inconfort, j'ai mal. Toi, tu réponds juste pas, t'es genre, bah non, je continue. Et donc, il dit, bon, je continue, je vais arrêter d'envoyer le message. Il arrête. Là, tu dis le truc qui est vraiment important pour tout le monde, quelle que soit la distance, quel que soit le sujet. À chaque fois qu'on a mal, que c'est dur, même si on le ressent physiquement, c'est 100% dans la tête que ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça devient facile et qu'on se dit c'est bon, je vais le faire, mais c'est la vérité. Il y a pas de douleur
la douleur, elle est pas dans ton mollet, elle est pas dans ton genou, c'est ton cerveau qui dit, hey, attention, là, tu fais des trucs qui sont au-delà de tes capacités, tu devrais t'arrêter. Mais tu sais, c'est parce que tout le monde va s'arrêter en général. Je pense que ça prend de l'expérience pour connaître son corps et de dire, oui, j'ai mal, mais je peux le pousser plus loin. Puis on vit quand même dans une société de confort. Tu sais, maintenant, genre, on peut tout avoir avec son doigt, commander de la bouffe, etc. Se mettre dans l'inconfort, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais ça se pratique pareil. C'est genre des séances d'intervalle, je sais pas, t'en as 6 à faire, au bout de 5, ça fait mal. Bah oui. Pas mal de personnes vont se dire, bah, je vais en faire que 5 au lieu d'en faire 6, quoi, mettons. Alors qu'en fait, la 6e, tu vas la faire, puis limite, ça va peut-être débloquer quelque chose dans ton cerveau à te dire, tu vois, je l'ai toffé celle-là, je suis capable de le faire. Mais la plupart du monde, ils osent pas trop se faire mal, parce qu'ils se disent, pourquoi je me ferais mal? Alors qu'en fait, moi, je trouve que c'est pas sadomaso de faire ça, mais ça donne des apprentissages pour la suite, tu sais, que ce soit développer la résilience, etc. Tu sais, moi, je pense que d'avoir fait plein de trucs durs, ça m'a rendu plus résilient, puis plus à même d'affronter certaines affaires, même de la vie extérieure, tu sais, ça te rend beaucoup plus fort. Faut toujours transposer des choses que tu fais en sport à la vie à côté, puis moi, je le fais beaucoup. Ce que tu disais, là, on est vraiment sur un truc qui est fondamental de société, en fait. Mais se faire mal, c'est bien. Ouais. C'est important, en fait, parce que dans la vie, dans tous les cas, il y a du positif, du négatif. Et ça a été prouvé qu'en fait, apprendre à se faire mal, aller toujours un petit peu plus loin, parce que l'expérience, c'est aussi ça que ça amène. C'est, tu sais qu'en fait, t'as fait cette séance de fractionné, t'as fait cette course, t'en es pas mort, en fait. Ouais. Juste, t'en ressors en mode, wow, ça passe. Et à chaque fois, comme dirait Courtenay, en fait, tu retournes dans ta pain cave et tu vas creuser un petit peu plus loin. Tu fais une pièce de plus. Et tu te dis, ça passe aussi, en fait. Et de pousser ça constamment, ça te crée une capacité à endurer qui est de plus en plus importante. C'est pour ça aussi, quand on voit les préparations, tout ça, les gens disent, waouh, tu cours tout ça et t'arrives à faire ça. Oui, mais j'y arriverais pas si j'avais pas eu les années d'avant qui m'ont permis d'encaisser tout ça. Physiquement, évidemment, t'es plus solide, mais aussi mentalement de t'autoriser à rentrer dans des zones qui sont inaccessibles, en fait, si t'as pas cette expérience-là. Ah oui, parce que, comme tu disais, Courtenay, quand elle parle de ça, elle dit toujours genre, j'aménage ma pain cave puis je construis des pièces. Puis je dis toujours au monde, genre, faut tellement être progressif dans la course à pied. Faut pas aller trop vite dans les distances de même parce que il faut que tu sois à l'aise à aller dans ces zones-là. Et si tu y vas trop souvent, oui, ta pain cave va s'agrandir, puis elle va t'aura un fauteuil dedans, t'auras machin, tu l'aménages. Mais ça reste que si tu la construis pas petit à petit, ça peut prendre longtemps si tu vas dans une pain cave très vite. Genre, mettons une personne qui va faire, puis c'est le sujet actuel, tu sais, les personnes qui vont faire un 42, l'année d'après, ils vont faire un 100, puis 3 ans après, ils vont faire un 160, tu sais. Ces gens-là, en fait, ils vont sûrement avoir très, très mal dans le 160. Mais c'est ce qu'ils auront pas expérimenté ça avant. Donc, ça se peut que ce 160-là, ça va les briser pendant des mois. Alors que, tu sais, même des personnes qui ont l'habitude d'y aller, moi, là, je passe, tu sais, j'ai fait l'UTMB. Oui, j'étais dans une zone qui a pas été confortable pendant 10 heures. Ça prend du temps, hein, tu sais, même là, je cours encore, puis l'envie est là de courir. Mais c'est pas c'est pas la même envie que j'avais quand je m'entraînais pour l'UTMB. Donc, faut faire super attention de pas trop aller puiser là-dedans parce que ça te prend beaucoup de jus mental pis t'as pas envie que ça t'empêche d'aimer courir. Ouais. Puis tu sais, le tort, moi, je l'ai eu, puis tu sais, les 3 derniers jours, j'ai marché, puis ça m'a pris, a posteriori, à y repenser, là, ça m'a pris 1 an et demi à redécouvrir la course à pied et à l'aimer. Tu veux pas arriver là, tu sais, parce que j'étais tellement profond dans l'inconfort que faut pas que tu y ailles trop souvent. Oui, cette zone-là, elle est cool. Moi, je l'aime. Je suis pas sadomaso, mais j'aime aller dans cette zone-là parce que c'est des zones d'inconfort que t'as pas dans le quotidien. T'arrives là, puis t'es face. L'inconfort est là, puis t'es genre, ok, là, je suis très mal. J'ai mal, faut que j'avance. Et ça te prend énormément de jus. Puis on vit dans une société où tout va vite, là. Tu finis ta course, là, tu recommences à travailler 2 jours après, là. Faut que tu sois genre alerte, puis présent. Puis ces trucs-là peuvent prendre tellement de jus que ça se peut que tu sois pas présent pendant genre 2 semaines, là. Soit genre très, je suis fatigué, non, mais ça se peut. Donc, pour ça que les gens, faut prendre son temps, les distances. Parce que l'inconfort, ça se travaille limite. C'est ça. Ouais. Mais, a posteriori, là, je parle pas d'ultra, mais je parle d'encaisser, que ça soit de l'entraînement, des marathons,
je vois aussi comment, au fur et à mesure des années, tu te construis cette capacité. Enfin là, la semaine que j'ai eue, il y a quelques années, jamais je la tenais. Ouais. Jamais j'arrivais au vendredi. Oui, je suis fatigué, d'accord, Ouais. mais jamais j'arrivais au vendredi comme ça. Genre au mercredi, j'étais en bon, allez, c'est fini là, je peux plus. C'est t'apprends à te gérer, à dire, là, il faut ralentir un tout petit peu, même genre 1 heure, prendre les bons. Et je pense, enfin, en ultra, c'est aussi ça, de te dire, oh là, je fasse attention, la prochaine heure, elle va être compliquée si je fais pas. Enfin, Ouais. c'est la vie en fait. De toute façon, quand tu fais un ultra, moi je dis toujours, tu vas vivre sans vie dans ton ultra. Tu vas partir, puis peut-être que le premier aux 15 kilos, tu vas être genre ultra euphorique, tout va bien se passer. Et après ça se peut que pendant 10 heures, tu sois dans un trou énormissime. Puis après ça, bam, ça repart. Donc, faut que tu sois préparé à ce que ça aille mal. Puis moi, sur ça, les 3-4 derniers jours avant les courses. Puis là, à Chamonix, j'ai eu de la chance, c'est que j'avais un ami qui m'avait prêté son chalet à l'extérieur. Donc, mon aspect mental, je l'avais vraiment, genre, mon système nerveux était ultra calme quand je suis parti. Je me suis fait plein de scénarios dans la tête, de scénarios de ça va mal se passer. Il faut faire plein. Scénario, je me blesse. Scénario, le gastrique va mal. Scénario, là, j'avais préparé dans ma tête ça, le truc hypothermie, c'est conditions météorologiques dégueulasses. Faut se faire plein de scénarios et se préparer à tout. Comme ça, en fait, quand t'arrives à cette situation-là, t'as pas de surprise. T'es là, t'es genre, ok, ça, j'y ai pensé. Il fait froid, fine. Genre, on va toffer. L'objectif, c'est d'arriver au matin. Le soleil va se lever. Et là, tu vas être mieux. Et là, ça a été le cas, tu sais. Les conditions étaient immondes. Et dans la nuit, j'étais genre, faut tenir jusqu'à 7h du matin. Tu arrives à 7h du matin, le soleil va se lever, puis ça va se passer mieux. Mais faut se préparer à plein de scénarios. Puis c'est pareil sur la route, tu sais. Je pense qu'il faut construire sur plein de sports. Condenser. Il faut prendre des décisions super rapides parce que si tu la prends pas tout de suite, c'est fini. Le trail, c'est quand même plus relax. C'est 60, t'as le temps de prendre des décisions. T'as le temps, mais t'as aussi le temps de réfléchir négativement. Tu sais, je pense que tu peux nous raconter ça, mais quand on parle de la première nuit de l'UTMB, en haut d'école, c'était dégueulasse, c'était -7, alors qu'on est au mois d'août et que t'as pas ce genre de conditions, tu les as pas eues depuis. Et encore, toi, longtemps. Tu les connais un peu. Ouais. Tu les as eues, mais en février, donc en fait, ton corps, il l'a oublié, ça. Quand t'es en août, tu sors de mois de plus de canicule. Ah oui. Et t'es là et ton corps, il fait waouh, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Ouais. Bah, moi, l'avantage, je te dirais, l'expérience, hein, j'en ai eu plein des conditions dégueulasses dans toutes les courses que j'ai fait. Puis tu sais, moi, ma baseline à chaque fois, c'est le Tour des Géants. Puis je pense que l'avoir fait, c'est une belle leçon parce que maintenant, quand je fais une course et que ça va mal, je suis genre, tu te rappelles le Tour? Puis là, mon truc, il descend, toutes mes expectations descendent tout de suite, là, mais genre, tu sais, quand je suis arrivé dans le col et qu'il faisait, on était à 2002, je pense, au col du Bonhomme, puis il a commencé à grêler, neige, tout ça. Tu sais, tu te rappelles, tu te dis, ok, les conditions sont pareilles pour tout le monde. Le but, c'est d'avancer, d'aller au prochain ravito, tu vas te changer, etc. Mais tu sais, là, ils nous ont fait mettre les pantalons en altitude parce que les conditions étaient, pour vrai, c'était quand même différent du Québec parce que c'est humide. Donc moi, j'ai pris très froid, les mains étaient gelées. Donc la nutrition, c'était quand même difficile à prendre. J'avais vraiment froid aux doigts. Faut pas se dire, j'arrête ma nutrition pendant qu'il fait froid. Tu sais, on niaise parce qu'on regarde, on reçoit le message la veille, puis ils disent quitte grand froid, puis t'es genre, ok, ça va mettre du stock dans le sac, nanana. Tu fais pas le malin quand t'es en altitude, là. Tu dis merci pour le kit grand froid, merci pour le pantalon, merci pour les gants imperméables. Parce que la montagne, c'est elle qui décide. Puis quand elle décide d'être fâchée, elle est fâchée, là. Ouais. Mais faut se dire que faut continuer d'avancer. De toute façon, dans les conditions comme ça, tu peux pas te dire faut que j'arrête. Faut avancer, prochain ravito, etc. Puis arrive au matin. Puis arrive au matin, tu sais, le corps, il voit la lumière du jour, puis la switch s'allume un petit peu. Moi, c'est pas allumé, mais la switch s'allume en général. Et en même temps, quand tu commences une course aussi longue, 33 heures, avec ça, qui te draine beaucoup plus d'énergie et de mental que déjà une nuit. Et qui est quand même courir de nuit pendant toute une nuit dans la montagne. Bon, ça t'en prend un petit peu. Ouais. Là, t'arrives au matin, t'as 12 heures de course, donc t'as fait un tiers et t'as brûlé une grosse partie de ton jeu, en fait. Moi, j'ai brûlé plein de cartouches parce que quand tu fais une hypothermie, ton corps est vraiment fatigué puis il puise beaucoup pour se réchauffer. Là. Donc, vous savez que moi, je suis arrivé à Courmayeur, ça allait bien. Tu sais, Antoine était là, on jasait, puis j'avais l'air bien sur les vidéos. Ouais. Et en fait, quand on a commencé à monter à Berton, j'ai
c'est comme si genre la batterie était à 15%, limite de se mettre en veille. Puis je marchais, puis j'étais genre, ok, là, ça va être vraiment compliqué, là. Puis toute la montée, c'était compliqué. Je suis arrivé en haut, j'ai pris 2 cafés. Je me suis dit, c'est sûrement ça que j'ai besoin. D'habitude, je prends un café à 7h du matin, 2 cafés, je pars, absolument rien. J'ai pris 2 gels de 100 mg de caféine, absolument rien. Donc, je suis arrivé au 100e, j'ai demandé à la médecin, je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Genre, j'arrive pas à me réveiller. Elle dit, faut que tu dormes. Mais le truc, c'est que si tu dors, là, ton système nerveux, tac, après, courbature, tu te réveilles. Ah, moi, je me réveille pas. Je me serais sûrement réveillé, mais, pour l'avoir fait au tort plusieurs fois de dormir 1 heure, c'est extrêmement difficile de repartir. Tu sais, ça te prend genre 1 ou 2 heures pour reprendre un rythme qui est normal. Sauf que le tort, tu marches. L'UTMB, il faut que tu cours quand même. Donc là, les sections que tu cours, si tu les marches, ça va être long. Donc, quand même 2 trucs différents. Donc, ça, je pense que l'ultra, faut être vraiment très attentif à ton corps, mais aussi genre, faut être capable de se dire que c'est temporaire. Moi, j'ai toujours au monde, c'est comme des vagues. T'as une vague où tu vas la surfer, mais le creux de la vague, faut être capable aussi de la gérer. Puis les creux, tu peux en avoir plein dans la course, tu peux en avoir 10, tu peux en avoir 15, tu peux aussi pas en avoir du tout. Genre Tom Evans, ça n'a pas dû en avoir beaucoup sur son UTMB, mais il faut être capable de surfer tout le temps. Tout le temps. Puis si t'es pas capable, c'est sûr que ça peut être une course qui est très longue. Là, du coup, t'es dans ces moments-là, ça veut pas, donc tu marches lentement par rapport à ce que toi tu voudrais. Du coup, ça passe encore moins vite et tu sais où tu t'en vas, mais on va jamais y arriver en fait. Il y a un moment comme ça où tu dis mais c'est pas possible en fait. Tu sais genre aller au bout, quoi. Tu sais à Berton, j'ai pris les 2 cafés, je me suis dit que ça allait popper, etc. Mais en fait, c'est parce que tu vois le parcours et tu te dis ok, cette section-là, t'es supposé la courir. Donc c'est là que le jeu du ton cerveau te dit je suis fatigué, je veux me reposer, je veux qu'on s'assoie sur cette roche-là. C'est là que ça rentre en compte de te dire non, moi je cours. Et là, c'est une bataille complète, là. Puis je suis sûr que si tu filmais quelqu'un de face, tu verrais que il y a un combat qui se passe, là. Puis moi, je le savais, tu sais, je suis comme ça, je cours. Et là, tu cours, puis, tu sais, ça prend beaucoup de jus, là. Beaucoup de jus à faire avancer une machine. Puis ça qui est quand même des fois difficile à expliquer aux gens parce qu'ils disent, pourquoi tu fais ça? Ça fait mal, non, mais t'es genre, ce genre de situation-là, je trouve que, moi, ça m'allume, là. Ça m'allume de me dire, OK, tous les signaux de mon dashboard de mon char s'allument. Mais moi, je veux toujours continuer de conduire, là. Donc là, j'y vais pareil. Puis c'est ça qui m'allume tout le temps en trail. C'est d'être capable de repousser cette petite jauge mentale un petit peu plus à chaque fois. Oui, tu finis brûlé, puis des fois, ça prend des semaines après, mais c'est super gratifiant, personnellement. C'est là où tu as une chance de me convaincre, c'est sur ces aspects-là. Parce que tu l'as sur tous les formats de course. Je pense que tous les coureurs qui nous écoutent, tu fais ton premier 5 km. C'est ça aussi. Il y a un moment, ton corps, il va te dire arrête. Et ça, c'est ta première étape, mais il faut passer par là. La première étape de c'est dur, j'ai envie d'arrêter. Ouais. Tu vas continuer. Et tu vas voir que tu vas le finir, ton premier 5 km. Et peut-être que plus tard, si tu veux faire plus, tu feras un 10, un demi. Et à chaque étape, c'est la même chose. Et en fait, tout le monde passe par là. Mais à chaque fois, tu peux te dire, t'as passé ça, bravo. T'as coché une case dans ton cerveau, t'as créé quelque chose. Ouais. Et t'as créé quelque chose qui va rester à vie de, je suis capable. Et ça, je trouve que c'est ce que la course à l'ultra, c'est l'extrême de ça, mais c'est ce que la course t'amène, c'est ce côté, je suis capable de faire des choses, en fait. Et souvent, moi, ce que je vois chez les coureurs, le manque principal, pas l'entraînement, c'est pas le temps, c'est le manque de confiance en soi. C'est, je vais pas faire plus ou je vais pas aller là parce que je vais pas y arriver. Alors qu'en fait, c'est juste, mets en place ce qu'il faut. Tu vas douter pendant, tu vas arriver le jour de la course, tu vas douter, tu vas être pendant la course, tu vas douter. Et à la fin, même si ça se passe pas exactement comme tu l'as prévu, parce que c'est toujours comme ça, à la fin, tu vas y arriver et tu vas te dire, waouh, c'est fou, en fait. Et, je pense que les coureurs qui sont là, nous deux, mais tous les coureurs qui courent depuis des années, pourquoi on continue de faire ça? On continue de faire des courses parce qu'à chaque fois, tu renouvelles ce sentiment de je suis capable. Ouais, puis tu sais, moi, je dis toujours au monde, il faut faire des choses dures. Faut pas faire des choses juste simples. Il faut que tu fasses des choses dures. Il faut que tu te challenges. Tu sais, t'as pas besoin de te challenger à tous les jours, mais il faut que tu te challenges souvent. Parce que c'est là que tu vas commencer à te débloquer les petites affaires. Puis tu sais, comme tu dis, un 5, un 10, un demi. Tu sais, quelqu'un qui complète un 5, là, c'était peut-être son marathon il y a 1 an, là. Puis il va se dire, moi, là, je vais faire un 5. Puis, tu sais, des fois, on parle toujours avec le monde, puis il dit, ouais, mais toi, tu fais des 160. Tu vois, mais moi, mon 160, ça peut être le 160 de quelqu'un de faire un 5, là.
Puis faut pas genre dévaloriser ces trucs-là, faut genre les valoriser en plus en fait. Puis faut toujours faire des trucs durs. Puis un 5 km peut être très 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 difficile pour quelqu'un qui a jamais commencé la course et ou Là, qui vient juste de commencer. Même nous, tu mets tous les deux là sur un 5 km. Je veux dire qu'on va en chier comme c'était. Ah moi dur comme distance. c'est ma distance que je déteste, je ferai jamais ça. Enfin j'en ai déjà fait un mais non, je ferai plus ça. Ah, mais souvent les gens se disent je vais faire un 5 ou un 10 parce que c'est court et c'est plus facile. Ouais. Si tu le cours vraiment dans le tapis, c'est violent. c'est pas facile. Non, c'est violent. Si on revient à notre petit UTMB, bah, tu sors de cette zone. Voilà, enfin, je retrouve un peu. Ça veut pas dire que tu retrouves tes jambes du début de course, mais qu'est-ce que tu fais dans ces moments? Est-ce que tu essayes d'en profiter? Comment tu fais pour profiter des moments hauts et te dire waouh, c'est là qu'il faut kiffer parce que j'attends le prochain moment. En fait, t'attends le prochain moment où ça va. Ben ça, c'est moi le moment était, tu sais, ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré entre le 80 et le 130. Ça, c'était le moment où la lumière était. Si t'as un truc qui valorise, qui change la densité de la lumière là, était très 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 basse. Mais quand je suis arrivé au 130, parce que l'UTMB, c'est ça qui est difficile. Ce que je trouve difficile, c'est que tu vois pas ton staff souvent. Donc tu le vois au Contamine, tu le vois au 80 et tu le vois au 130. Donc là, quand j'ai revu Antoine au 130, tu sais, il y a eu plein d'une affaires. Puis lui, il a été extrêmement bon dans plein de trucs. Moi, je suis un gars qui aime bien ces petites affaires qui vont faire du bien. Genre, il avait des mots que des gens qui viennent au 6M avaient écrit. C'est plein d'affaires comme ça qui vont me faire genre que ma lumière va se rallumer un petit peu. Puis là, c'était la nutrition aussi. Tu sais, genre là, ça peut être basique, là, un sandwich, un coke. Moi, ça m'a fait genre rallumer. Puis j'étais genre, OK, là, je vais revoir Antoine tous les 15 kilos jusqu'à la fin. Parce que là, tu vois ton assistance au 15. Donc ça, mine de rien, mentalement, ça te donne des petites étapes. Tu dis, OK, dans 3 heures, je le revois. Après ça, en 3 heures, puis après ça, c'est la fin. Hein. Puis après, tu sais, il faut toujours relativiser et me dire, hey, je suis à l'UTMB. Plein de gens, ça fait 10 ans qu'ils essaient d'y aller. Moi, premier essai, je suis dedans. Tu sais, il faut aussi être présent puis de se dire, c'est cool, ça fait mal, mais ça reste que c'est le rêve de beaucoup de monde qui n'auront peut-être pas la chance de le faire une fois dans leur vie. Là. Mais quand la lumière s'est allumée, ben, tu cours. Les sections courables, j'y arrivais. Donc genre la section c'était où déjà? Le lac Champélac. Tu sais, Champélac, là, tu cours sur le long du lac, là, puis tu vois plein de vidéos de trail à chaque fois que les gars, ils sont genre à 3,30, là. Moi, je pensais que j'étais à 3,30, mais j'étais à 6,30. Mais ça reste que tu le cours, puis là, il y avait une section, genre, tu courais 2 kilos, puis après ça, il y avait un faux plat descendant de 5 kilos. Et quand je suis arrivé au ravito d'après, j'étais fier de dire à Antoine, hey, cette section-là de 7 kilos, je l'ai couru au complet. Si tu vois la vidéo, je courais vraiment crush, mais je courais pareil. Donc, mais non, quand la lumière s'est rallumée, moi, je prenais une montée à la fois, mais j'allais comme s'il y avait pas de lendemain, là. J'étais genre, je poussais très fort, même si j'avais les quads complètement détruits, là. C'était vraiment, vraiment détruit. Mais tu sais, je me disais, hey, je suis chanceux d'être là. Go, go, go. Puis tu sais, tu voyais aussi le chrono, tu sais. Je me faisais pas une obsession du chrono, mais je me disais, j'aime bien, des fois je me sous-estime un peu, je mets toujours des chronos assez larges. Puis on me dit, ah ben non, t'aurais pu faire un. Mais là, tu sais, j'étais bien dedans, hein. Moi, inconsciemment, le sub 32 heures, je le voulais, peut-être. Mais tu sais, avec les conditions qu'on a eues, j'aurais peut-être pu l'avoir. Mais 33 heures, c'est un très bon temps pour un amateur à l'UTMB, là. Donc j'étais très content de ça à la fin, là. Ce qui est fou, c'est que là, t'es quand même dans un mode où ça revient. Ouais. Mais physiquement, c'est pas revenu, en fait. Parce que y a pas physiquement, tu fais quand même ça tout au long de la course. Ouais. Et pourtant, dans la sensation, bah, t'es au fond du trou et après, tu reviens et ça va mieux. C'est fou, en fait, de se dire que, bah, c'est pas corrélé au physique, en fait, tout ça. Parce que, bah, sinon, ça a pas de sens, ce que tu dis. C'est pas logique de, j'arrivais pas à courir au kilomètre 75 et d'un coup, au 130, j'arrive à courir pendant 7 kilomètres de suite. Mais c'est ça que, moi, je dis toujours au monde en rigolant, hein, c'est un peu romantisé, mais je dis toujours, tu commences avec tes jambes, puis après ça, tu fais avec ta tête, puis après ça, tu finis avec le cœur, là. Moi, littéralement, ça a quasiment été ça, là. J'ai commencé avec mes jambes jusqu'au 80. Après, ça a été ma tête du 80 au 130, puis après, à la fin, ça a plus été genre sur le high je suis à l'UTMB, il y a plein de gens qui se soutiennent, c'est mon rêve depuis longtemps. Bah, c'est le cœur qui a fini les 45 derniers, tu sais. Mais souvent, je le divise comme ça à chaque fois. Les jambes, la tête, le cœur à la fin. C'est intéressant. Je pense que ça, c'est quelque chose à retenir, mais même dans tous les formats, entre guillemets. Ouais, tu sais, marathon, c'est pareil, tu sais, marathon,
on sait très bien le mythe du mur, là. Ben oui, la tête va rentrer en jeu là, mais à la fin, ça reste que c'est le cœur qui va finir, là. C'est vraiment intéressant parce que tu prends le marathon, mais les 30 premiers kilos, c'est dans les jambes, c'est censé bien se passer. Ça, c'est juste, c'est ton entraînement. Ouais. Ton entraînement, il s'est bien passé. Cette partie-là, y a rien à dire normalement. Sinon, c'est qu'il y a eu un pépin, quoi. Ouais. C'est possible, mais c'est qu'il y a eu un pépin. Après, tu rentres dans la phase où, bon, tes jambes, elles ont plus envie de toute façon. Même si t'es en forme ou après le 30, il faut que dans la tête, tu te dises, hey, faut y aller, en fait, parce que là, j'aurais quand même envie de m'arrêter, même si c'était bien, c'était joli, 30 kilomètres, mais je pourrais m'arrêter là. Ouais. Et après, quand t'arrives à alors, entre 35 et 40, selon les courses, il y a un moment où là, t'as vraiment ok, c'est mort. Je peux plus. Et là, tu tires partout, tu tires sur les bras, oui, t'as des crampes à droite, t'as des crampes à gauche, t'as un quad qui veut plus avancer. Et là, ça se voit pas forcément aux images, c'est ça qui est fou des fois. Ouais. C'est que si t'es bien préparé, que t'as fait ton renfort, que t'es solide, toi, ce que tu vis à l'intérieur, les gens, ils regardent, ils font, oh, ça court bien. Ça court bien, Puis mais t'as non. le sourire en plus. Non, ça c'est une grimace. Mais ce que tu vis à l'intérieur dans ces moments-là, c'est pour ça qu'en fait, tu parlais des ravitaillements. Nous, des seuls moments qu'on a pu voir de l'extérieur, c'est les ravitaillements. On était tous, oh, il a l'air trop bien, Nico. Ouais. Non. Mais on n'était pas à l'intérieur de... Non, à l'intérieur, non. Tu sais, Champélac, je suis arrivé, puis, tu sais, vu que ça faisait 50 kilos que je l'avais pas vu, que c'est la zone où j'étais vraiment mal. Moi, je suis arrivé, puis pour vrai, moi, je pleurais pendant 5 minutes, puis j'ai Antoine, je fais, là, je vais pleurer, là. Puis c'est normal. Faut juste me laisser, genre, j'ai juste tout échappé, puis après ça va repartir. Puis je pense que c'était ça que j'avais besoin, et qui m'a sûrement aidé aussi à repartir après, c'est que ce 10 heures-là, j'avais personne à qui dire comment je me sentais, tu sais. Puis j'avais beau de me dire, ok, j'ai mal, là j'arrive pas, je suis fatigué, nanana, mais j'avais personne à qui le dire. Donc Antoine, quand je suis arrivé, pour vrai, j'étais au fond du trou, j'étais super fatigué, genre c'était horrible ces 10 heures-là, c'était horrible. Mais de le dire à quelqu'un, de le verbaliser, bah ça m'a fait du bien. Puis après ça, j'étais genre ok, lui il est au courant. Puis c'est les seules images, je pense qu'il a pas pris. Là. Moi, il m'a dit, quand t'es arrivé, il dit j'ai pas pris de vidéo parce que ça allait pas. Puis je fais totalement. Moi, j'étais même pas au courant qu'il prenait des vidéos là. Je lui ai dit à la fin, moi je voyais ton sel, mais j'étais genre qu'est-ce qu'il fait que son sel sur une bouteille d'eau. Mais c'est ça, tu sais, c'est le seul moment, genre je pense que ça m'a fait du bien de verbaliser. Puis je pense que le monde entre elles, des fois ils le font. Tu sais, tu vois Mathieu et Alix au ravito, des fois Mathieu il arrive puis il le dit, tu sais, il dit ah ça va pas, nan. Puis oui, t'as quelqu'un qui est là, qui écoute, mais qui est capable aussi des fois de te faire un petit électrochoc, de te dire ok, t'y vas là, il te reste 40 kilos, c'est pas le moment genre de partir à pleurer, d'être de vouloir arrêter. Ça va pas en fait. Je m'attendais pas à ce que t'arrives en mode ouh. Et les crews, moi je dis toujours ça, tu sais, à chaque crew que j'ai, la règle c'est de ne jamais me demander si ça va. La première règle, c'est moi qui dois le dire. Si j'arrive et que je dis ça va super bien, là tu peux embarquer dans ce truc-là. Si j'arrive et je dis que ça va vraiment pas, tu me laisses déblatérer toutes mes affaires. Genre, ça va pas, je me suis fait la cheville, j'ai mangé un gel, j'ai vomi, nan, pas de stress. Mais il faut juste jamais demander si ça va. Puis toujours écouter. Écouter et être robotisé. T'as une liste, flasque, nutrition, nanana, mais faut être pas d'émotion. Je me rappelle, t'avais dit ça à Elodie quand t'avais fait mon assistance l'année dernière. C'est vrai? Elle est très éponge émotionnelle. Tu dis, wow. Ouais. Pas d'émotion. Surtout, faut tu être rentres genre pas là-dedans. Zéro émotion, là. Même quand ça va bien, faut pas être euphorique avec la personne, tu sais. Si elle arrive et qu'elle est genre hypomanie, là. Moi, j'ai déjà fait mon premier 160 à Bromont, là, que j'avais, à date, ça reste ma meilleure course en exécution. Tu sais, j'ai fini ça, puis j'ai fait ça en sub 24, puis j'ai brisé Max qui me paissait. Je l'ai brisé, là. Et j'étais en hypomanie, là. J'arrivais au ravito, puis j'étais genre, ok, ma flasque, nanana. Puis ça, faut pas rentrer là-dedans. Faut plutôt te calmer. Ah ouais, puis j'en ai vu plein, un UTHC au 125, là, au Haute-Gorge. Plein de gars, genre, super excités. Puis moi, je parlais avec leur crew, puis je dis, faut pas trop embarquer dans leur... Ouais, faut essayer de les calmer. Le hype pas un peu plus, sinon non. Le down après... le down, terrible. Si t'as un down après une hypomanie, là, tu récupères sûrement pas après. C'est fou, en fait, tous ces éléments à travers desquels tu passes juste dans une course. Ouais. Et en fait, c'est ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit plein de fois, jamais vraiment sur on record, comme on dit. Mais en soi, le seul truc qui peut un jour me faire dire, il faut que j'aille voir, c'est juste pour comprendre de l'intérieur tout ce qui est là. Ouais. Je comprends ce que tu dis, ça, pour l'instant, ça reste dans le monde de pas le moment. Il y a pas le déclic de je vais aller le faire, mais c'est quand même quelque chose que tu as envie de vivre une fois pour te dire
ok, je comprends tout ça, je comprends ce que ça veut dire et j'apprends des choses. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans la course, c'est de dire, hey, j'ai des choses à apprendre. Ouais. Et là-dedans, tu sens qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre que t'as pas sur les distances plus courtes. Mais après, il faut aussi mettre ce qu'il faut pour y aller. Ah, Parce que puis c'est toujours comme ça les discussions, tu sais, quand tu peux parler avec du monde qui dit, moi, je veux faire un 100 miles l'année prochaine. Puis moi, je leur dis toujours, ça va te prendre ça. Genre, ça va te prendre ça. Puis, tu sais, genre, moi, l'UTMB, tu sais, tu fais quand même des sacrifices. On veut pas utiliser le mot sacrifice, mais oui, t'en fais, là. Tu sais, moi, ça a été un 12-15 semaines avant l'UTMB où, ben, il y a certains trucs que tu dis non, que t'aurais sûrement dit oui avant. Des sorties, des trucs comme ça. Ben non, ben là, je vais aller 3 jours à Tremblant m'entraîner. Donc, c'est ça. Tu prends des jours off, etc. Mais ça reste que ça change. Moi, je trouve que ça change une vie de faire une grosse distance. Puis, tu sais, je dis pas au monde qu'il faut le faire. Mais moi, j'ai toujours énormément d'apprentissage après une course. Puis j'écris beaucoup après les courses. Souvent, les 4-5 jours après une course, je me pose, puis toutes les idées qui fusent à propos de ce qui s'est passé, je vais tout écrire. Parce qu'il y a plein d'affaires que t'as vécues et que t'as envie de te souvenir. Puis souvent, le cerveau, une semaine après, va plus s'en souvenir de ces idées-là. Puis moi, j'ai plein de notes de l'UTMB, là. Des fois, je les relis, puis je dis, j'avais pensé ça quand même. Puis maintenant, je m'en souviens plus, tu sais. tu sais que moi, ce que je dis tout le temps, et continue de faire sur certaines courses des vlogs, là, même si on en parlait au début, bon, il y en a tellement aujourd'hui que c'est pas le format que j'ai envie de mettre le plus. Ouais. Mais en fait, c'est mes films de vacances. Il y a pas longtemps, je suis retourné pour me remettre un peu en tête l'état d'esprit que j'avais sur certains marathons. J'avais besoin de me dire, attends, je me suis remis le petit train du Nord. Je me suis dit, c'était 2021, c'est pas si loin. Et en même temps, je me rappelle plus de tout. Et là, tu te vois en train de dire, j'ai dit ça. Et tu reconnectes en fait à ce moment-là, mais sinon plus le temps passe, plus ça devient vague et t'oublies. Donc ça, que ce soit que tu fasses ça avec une GoPro ou que tu prennes des notes, c'est hyper important de faire ça, juste même pour toi, pour le futur, et de te dire ouais, ça c'était un accomplissement et je veux revenir dessus. On me dit attends, c'était quoi mon mindset, et te remettre dans ce côté waouh, c'était cool quand même. Puis ça, c'est des émotions que tu te dis j'ai l'air tellement bien là-dessus, là. J'aimerais bien y retourner, tu sais. Oui, ça se passera peut-être pas de même, mais ça reste que c'est quand même c'est des émotions tellement fortes. C'est passer à la ligne de l'UTMB à la fin, là, c'est quelque chose que t'es genre, sur le coup, tu dis non, je referai jamais, nanana. Là, tu repasses, tu te dis, c'était quand même incroyable, hein, tu sais, t'es là, puis c'est des trucs que t'as visualisés pendant des mois, là. Des mois. Tu visualises toujours, tu dis, ok, la ligne d'arrivée de l'UTMB, la ligne d'arrivée de l'UTMB, et puis là, tu y arrives, t'es genre, plein d'affaires qui se passent. Puis c'est des moments que t'as envie de garder un peu, là. Donc moi, il faut que j'écrive tout de suite, puis après je relis, puis je dis, c'était quand même genre des émotions que tu les vis qu'une seule fois de toute façon. Tu vas peut-être les revivre, mais d'une certaine manière qui va être vraiment différente, là, avec tout l'apprentissage que t'as eu avant, etc. Et moi, tu disais que tu as eu certaines années où tu n'as pas fait d'ultra. Bon, tu fais des courses quand même, ça veut pas dire que tu fais 0 course. Ouais. Mais là, je suis sur une année où j'ai pas fait de course objectif. Et entre faire une course où tu t'es vraiment préparé et des courses où tu t'assures d'être à peu près en forme pour les faire, mais c'est pas des objectifs, il y a un truc qui manque en fait. C'est quand tu dis ça, c'est un objectif, je vais le préparer, je vais faire vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais moi, j'encourage quand même le monde des fois à faire, tu sais, pas aux 2 ans, là, mais faire des années de tampon un petit peu, là. Parce que, ou changer de discipline. Si tu fais que de la trail, inscris-toi genre, je sais pas, à 2 demi-marathons cette année-là, ou un marathon, une course de trail, mais essaie d'alterner le plaisir parce que c'est comme ça que tu vas durer dans le sport. Si tu continues, fais juste de l'ultra, t'en fais 3 par an. C'est sûr qu'au bout de 10 ans, là, tu vas juste être tanné, là, puis tu vas juste arrêter d'en faire parce que, faut que tu changes un peu le mal de place aussi, entre guillemets, mais surtout mentalement, tu sais, faut que tu te stimules à faire d'autres affaires. Des intervalles sur piste, etc. Entre elles, t'en fais vraiment pas, là. Tu vas avoir des intervalles en montée, des intervalles en sentier. Mais moi, de faire de la piste l'année dernière, pendant genre 4 mois, ça m'a remis en amour à me dire, l'année prochaine, je vais refaire des ultras. Parce que là, j'ai pris un break. Puis ça m'a fait du bien mentalement. Puis j'ai appris, puis j'ai sûrement développé ma vitesse, etc. Mais ça, faut rendre ça ludique un peu, là. Et pas toujours juste s'enfermer dans une case de dire, je fais de l'ultra trail. Non. C'est drôle parce que du coup, on a le profil inverse. Mais j'étais un peu tanné des prépas marathon il y a 1 an. J'en avais fait genre 5, 6. Ouais.
en 3-4 ans, quoi. Enfin, vraiment, c'est cool, hein. Mais là, Ça prend des jus. t'arrives au bout d'un truc de waouh, c'est dur. Et là, tu fais une année un peu break, mais Ouais. sans dire tu cours pas. Et du coup, c'est le trail là, moi qui a été un petit peu mes vacances. Ouais. Et à la fin, là, t'es en mode bon, je suis au milieu d'un trail, mais je suis quand même en train de me dire, faut courir bien sur la route. Ouais. Et c'est là où en fait t'as la petite flamme qui revient de bon, cool. C'est ça que j'attendais en fait. Ça prend du temps des fois à venir, mais c'est ça que j'attendais pour me dire ah là maintenant c'est le moment de Ouais. remettre potentiellement quelque chose parce que je l'ai à l'intérieur, pas Ouais. juste il faut. Enfin il faut on est des amateurs, on n'est pas des pros, donc en fait si t'es juste dans une période où tu sais pas, bah planifie rien. Ouais. Ou juste mais continue de t'entraîner, mais planifie rien tant que vraiment t'as pas le ah c'est ça que je veux faire. Et ça sera peut-être Ouais. un autre sport. Moi j'ai fait tout, hein. Ben oui, oui. L'athlé, du trail, de la course sur route, du duathlon, du triathlon, et fais ce que t'as envie de faire en fait. Ouais. Je trouve que les fatigues sont pas les mêmes. Tu sais, mettons le bloc marathon que j'ai fait l'année dernière. J'ai fini ça, j'étais fatigué physiquement. Quand j'ai fait le marathon du Petit Train du Nord, j'étais fatigué physiquement pendant plusieurs semaines après. Et le trail, je suis pas fatigué, je suis plus fatigué mentalement. Oui, le physique est fatigué, mais je trouve que la charge mentale est beaucoup plus lourde à récupérer. Genre, mentalement, genre, ça a pris, tu sais, là, ça fait, quasiment un mois, l'UTMB. Puis Ouais. mentalement encore, tu vois, aller courir, ça me prend quelqu'un qui me dit, hey, Nico, on va aller courir ensemble. Y aller tout seul, j'ai pas fait une sortie de plus d'une heure depuis l'UTMB. Parce que mentalement, je suis pas encore là. Tu sais, je suis pas encore à me dire, je veux y aller loin. Alors que physiquement, je peux courir. Mais ça reste que mentalement, après le Petit Train du Nord, 4 jours après, je courais, puis il y a aucun stress, là. Mais c'est deux fatigues différentes, je trouve aussi. Donc ça aussi, Ouais. si t'es toujours sur le même type de sport que du marathon, ben tu vas juste avoir la seule fatigue tout le temps. Elle va s'accumuler. Alors que si tu peux switcher puis avoir quelque chose qui est un peu différent, c'est sûrement mieux. Même physiquement, varier, c'est important parce que ça permet de pas être dans alors le trail, l'avantage c'est que c'est très complet, donc en fait, oui, tu peux te blesser, mais tu te renforces quand même de manière assez homogène. Si tu fais que de la route dans le même pattern tout le temps, bon, il va forcément te manquer quelque chose à un moment. Tu peux le faire, tu peux et tu dois le compléter avec du renforcement pour que ça n'arrive pas. Mais j'aime bien ce côté faire un peu de trail pour aller voir un peu de tes limites aussi. Ouais. En fait, tu fais du trail, tu montes 2000 mètres de positif. Là, tu vois où est-ce que t'as mal. Et quand tu descends, c'est pareil, les stabilisateurs, tu vois ceux que tu devrais travailler un petit peu pour être. Sur route, tu vas peut-être pas le sentir, mais t'en as besoin quand même. Plus t'es homogène, plus moi ça je va trouve que c'est pas les mêmes muscles. Tu sais, tu vas pas être sorti en trail, ça tu vas redescendre, puis le lendemain tu vas être genre complètement raqué des fesses, des hanches. Alors que tu vas faire 2 heures sur route, ça se peut que ce soit juste les tendons d'Achille qui te tirent très fort, les mollets, là. Mais non, ça reste deux disciplines à part, là, totalement à part. Mais c'est ça qui fait le charme, parce que tu peux switcher mentalement, avoir des petites prises mentales qui vont être différentes aussi, là. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Complémentarité des sports et trouver du fun. Enfin, je pense que c'est ça qu'il faut retenir c'est toujours le fun. Le fun et la motivation, ça reste toujours l'essence de ton sport, là. Si t'es pas motivé à faire quelque chose et que tu l'aimes pas, puis moi c'est ça un peu que je prouve des fois, c'est que le monde veut aller beaucoup trop vite dans les distances, mais moi je leur dis toujours, je fais, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes le sport vraiment, là? Ou est-ce que tu le fais parce que tu vois du monde aller, tu te dis, ben moi aussi je pourrais faire un 80, mais moi je veux qu'on l'aime le sport, hein. Tu sais, je trouve que c'est ça l'essence même du truc, là. Bah c'est le principe de la pratique en tant qu'amateur. Ouais. Tu sais, faut pas que ce soit une contrainte de dire, ah bah tu sais, je me suis inscrit à un marathon, là, faut que je le fasse. Non, faut que tu dises, tu te lèves le matin, tu te dis, hey, j'aime ça, là, genre je vais aller courir mon 30 minutes, je vais faire mes intervalles. Moi je trouve la priorité pour les coureurs, c'est enfin ce que je sais que je veux le travailler différemment dans le futur, même si c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi dans le passé, c'est la course, c'est juste une sortie en fait. Oui, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce qu'il y a du monde, c'est cool, mais en fait 99% de ton temps tu le passes dans la préparation et c'est là que en fait c'est ça qui doit te donner le plus envie en réalité. Enfin moi c'est ça que j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie, c'est de retrouver ce moment où ça y est, il y a la forme qui arrive. Les séances elles commencent à rentrer dans des temps avec une facilité que t'imagines pas avant parce qu'en fait t'as beau le faire plein de fois, à chaque fois tu te dis
jamais je vais retrouver comment on fait pour retrouver ça? Et quand il vient, on dit waouh, tellement génial que c'est ça que tu dois aller chercher. C'est ces moments où en fait ça y est, t'es en symbiose avec ton corps. Et si t'as ça, de toute façon, le jour de la course, bon. Moi, on m'avait dit en rigolant, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais il m'avait dit, sur ta prépa marathon, tes derniers entraînements devraient être ennuyeux. Parce que ça veut dire que tu sais tellement faire ce que tu veux faire que t'arrives là, tu le fais, puis t'es genre, bah voilà, je l'ai fait. Puis c'est exactement moi ce qui s'est passé au Petit Train du Nord. C'est les derniers 3 semaines, les entraînements, je les faisais, puis je fais, bah, je suis prêt, hein. Genre, ça serait bien que ce soit demain, hein. Ouais. Mais, tu sais, tout le monde le dit à chaque fois, mais il faut aimer le processus. Puis moi, je pense que c'est ça que je préfère le plus. Les cours, j'adore ça, l'ambiance, etc. Mais l'entraînement, genre, moi, ça fait partie de mon style de vie de m'entraîner. Puis j'aime juste ça. Genre, me dire, hey, je sais pas, demain, je vais faire 3 heures au Mont-Tremblant, là, et que j'ai hâte, tu sais, je prépare mon petit sac comme si j'allais à l'école, là. Mais il faut que t'aies cette excitation-là d'aimer le processus. Si tu te lèves et tu te dis, cette semaine, j'ai regardé le plan, oh là là, ça me donne vraiment pas envie. Bah, c'est peut-être bien de prendre un step back puis te dire, pourquoi je fais ça, déjà? On dit toujours le why, le pourquoi, faut que tu saches pourquoi tu le fais. Mais peut-être que faut prendre un step back un petit peu, peut-être que ta préparation va peut-être moins bien aller, mais faut que t'aies du fun, là. Si t'as pas de fun pour faire, c'est une contrainte. De toute façon, tu resteras pas sur le long terme. C'est Non, pas le cas. non. Et la priorité, c'est pas de faire des courses, c'est c'est dur. Tout le monde veut, mais en fait, le but, c'est de te dire comment je fais une pratique qui me permet d'avoir envie encore dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Que le but, c'est d'être en forme, quoi. Je dis toujours, en rigolant, il y a plein de phrases bizarres que je veux dire aujourd'hui, là, mais faut être une étoile, faut pas être une étoile filante, là. Une étoile filante, tu la vois passer puis c'est fini. Toi, tu veux être une étoile que tous les jours tu sois stable, tu sois là. Parce que les étoiles filantes, on en voit plein, tu sais, que ce soit en trail ou sur route, des gens qui vont surperformer pendant genre 1 ou 2 ans. Et après ça, t'es genre, bah, elle est où? Tu te souviens de cette personne-là? Ah, bon, on la voit plus, elle court plus. Bah, voilà. Parce que peut-être que cette personne-là, elle aimait le sport, a commencé genre à performer, puis elle aimait pas tant le processus, mais elle aimait ça, le fait d'avoir genre faire un podium, de faire un bon temps, etc. Puis après 2 ans, elle est genre, je suis fatigué mentalement, puis je pense pas que j'aimais tant ça, en fait. Puis c'est fini. C'est pour ça qu'au final, les gens que tu retiens, là, les Tom Evans, c'est cool, mais les gens que t'as vraiment en mode waouh aujourd'hui, c'est les Kylian, parce que ça fait 20 ans qu'il est là. Et même si ces défis te paraissent un peu, ça a toujours été un peu zinzin, mais il est toujours là. Il fait pas, enfin, tu te lances pas dans son défi d'aller faire tous les sommets des États-Unis pour la fame, parce qu'en fait, je vais pas dire tout le monde s'en fout, mais c'est un truc qui est pas, c'est pas là où il va avoir le plus. Il est bien mieux à revenir faire l'UTMB et à le gagner s'il veut être visible que de faire ça. Ça, c'est juste tout le monde dans mode. Lui, il aime son sport. Mais lui, il aime son sport, il aime le processus, il aime faire ses trainings, tu sais, c'est le gars qui documentait sur des Excel pendant des années, tu sais. Mais ça, tu t'en vois, ils vont faire 2 ans, puis après, tu les verras plus, là. Mais c'est ça, tu sais, les gens qu'on retient, c'est des Kylian, c'est des Courtney, c'est des Katie Scheid, que tu vois sur des années, qui sont toujours présents, placent toujours au classement, etc. Mais ça reste qu'ils aiment le sport. Et ils sont pas là juste pour l'argent, la fame, etc. Ils aiment juste ça. Donc, faut aimer ça. D'accord. Faut aimer ça et trouver sa manière d'aimer ça. Parce qu'en fait, il y a pas de bonne et de mauvaise manière. C'est, même si tu me convaincs jamais de faire un ultra et que j'en fais jamais, pas grave. Et même si, et je le dis souvent, pareil, le marathon, il faut faire un marathon. C'est cool. Je conseille à tout le monde d'en faire un parce que pour la même chose que tu parles de l'ultra, je pense que t'as tellement de choses à apprendre sur toi, mais pas grave de pas en faire. Non. Tu fais que ton entraînement, tu fais des 5 et des 10 kilos. Il y a des gens qui restent à faire que ça, qui sont très bons sur cette distance-là, et même qui font juste ça pour le plaisir. Juste avoir une pratique, te dire j'apprécie ce que je fais, c'est ça le plus important. Le toujours plus, il faut l'oublier. Il faut le laisser de côté parce que ça apporte rien si c'est pas une envie profonde, en fait. Ouais. Puis ça, c'est toujours ça. C'est toujours ton why. Pourquoi tu le fais? Puis c'est ça un peu actuellement, c'est pas le problème, je te dirais, là, mais c'est toujours plus, comme tu disais, là. C'est toujours plus, genre, j'ai fait un 20. Puis moi, j'en rencontre plein parce que je travaille dans le milieu de la course à pied, puis le monde, des fois, me demande des trucs, me dit, j'ai fait un 20 cette année, l'année prochaine, je pourrais faire un 42. Oui, tu pourrais. Ça va te prendre ça pour le faire. Est-ce que t'as envie de le faire? Trop de contraintes. Reste sur le 20. Améliore ton temps, parce que c'est ça, tu sais, faut pas que ce soit une contrainte, tu sais. Puis des fois, moi, je le dis, c'est pas parce que nous, on travaille dans la course à pied
qu'on est toujours motivé à aller s'entraîner. Hein. Moi, il y a des journées, je suis genre, bah, aujourd'hui, ça me tente pas. Genre, aujourd'hui, je vais faire peut-être du vélo. Je vais pas faire de la course. Puis, tu sais, il faut s'adapter aussi. Mais le toujours plus, je trouve que c'est le problème actuellement qu'on a en course à pied. C'est je veux faire ça. Mais les gens sont pas conscients du travail que ça prend. Puis là, tu dis, ben, un 160, ça va te prendre 5-6 entraînements par semaine, des semaines à, je sais pas, 15-20 heures d'entraînement si tu veux être vraiment au top du top. Là. Tu peux le finir en t'entraînant 10 heures par semaine, mais tu auras peut-être des conséquences plus loin après. Mais ça prend ça. Et les gens, ils font, ah bah non. T'es capable de t'entraîner combien? Bah 10 heures. Bah peut-être qu'un 80, ça serait cool. Ouais, ben non, je vais faire le 160 parce que mes amis font 160. Genre, bah, pression sociale. Il y a plein d'affaires qui sont un peu bizarres dans le sport, mais tu sais, tu peux pas, on n'est pas des donneurs de leçons à chaque fois de dire, bah, fais-le pas parce que tu peux pas doubler la distance, mais ça reste que faut respecter le sport en tant que tel et respecter la distance parce que t'as qu'un corps, là. Tu veux pas le mettre en l'air en voulant faire un 160 puis après ça être blessé pendant un an, là. Faut que tu le respectes ton corps. C'est une belle machine, elle s'adapte. Mais il faut lui donner un beau socle pour s'adapter. Doucement. Là. Progressivement. Doucement. Ça s'adaptera pas plus vite que ce que tout. En fait, ça s'adaptera pas à la vitesse où toi, le corps, il va faire. Puis tu sais, mettons pour rire, là, tu dis, OK, je fais, mettons, 28 du taché. 28 du taché va te prendre 3 heures. Ouais. Puis là, tu te dis, hey, cool, je sais pas, par rapport. Hey, j'ai eu un dossard, on m'a donné un dossard pour l'OCC. C'est un 55. Double. Cool. Ça va te prendre combien, là? Tu sais, le 28 du THC, il y a quoi? Il y a 800 de dénivelé. Là, tu passes OCC, 55, 3005. Ça va sûrement te prendre 12 heures. Mais les gens, ils réalisent pas, tu sais, ils se disent, bah, c'est juste le double de la distance. Oui, mais c'est le double de la distance, mais t'as le dénivelé, etc. Puis là, c'est pas du tout le même frame d'entraînement, là. Ça va te prendre énormément plus de volume, plus de dénivelé, etc. Mais le monde, ils ont pas trop encore cette notion-là. De se dire, ça va me prendre 10 heures de plus à faire ça. Hein? Mais quoi, c'est le double de distance. J'ai pris 3 heures à UTHC. Bah là, ça se peut que ça te prenne 11 heures. Ouais, non. Un autre monde. Un autre monde. Et il faut y aller progressivement et tu peux y aller, mais il faut prendre le temps qu'il faut et te dire, ah ouais. Faut que t'aies les étoiles dans les yeux quand on parle. Ouais, puis t'es encadré aussi, tu sais. Les vraies étoiles, pas celles parce que les autres le font. Quoi. Ouais, c'est les vraies étoiles. Faut pas juste faire ça pour l'Instagram, puis le post, etc. Parce que ça, tu sais, ça reste que ça va être là, mais on va l'oublier demain. Là. Mais puis s'encadrer, il faut le faire. Ce genre de choses-là, je trouve que les plus gros défis que tu fais, tu peux pas le faire tout seul. Faut que t'aies au moins que ce soit un coach, que ce soit une application que tu suis, etc. Faut pas le faire seul. Faut vraiment prendre des conseils sur des gens qui s'y connaissent. Ouais. Et je reviens sur ce que tu disais juste avant sur j'ai pas toujours envie de m'entraîner. Ouais. Ça, je pense que c'est un sujet important que tout le monde ne voit pas justement avec les réseaux. Ouais. Tout le monde a l'impression parce que enfin j'en partage un peu moi j'essaye un peu mais j'ai pas toujours envie de m'entraîner. Mais on va dire que 80% du temps j'ai envie de m'entraîner. Ouais. Il faut que le ratio reste proche de ça quoi. Il peut y avoir des semaines plus dures hein, mais grosso modo oui, il y aura toujours des moments où t'as pas envie. Et ça c'est les moments où justement faut te dire hey, si t'es dans une préparation que bah ouais, ça fait partie, c'est comme la difficulté de la course, elle sera là. Ouais. Bah à l'entraînement, il y a des jours t'as pas envie, il y a des jours ça marche moins bien que et faut quand même être là. Ça veut pas être... Il peut y avoir des jours où tu réussis pas l'entraînement, c'est pas grave, c'est pas ça qu'on dit. Mais par contre, tu réponds présent. Tu vas, tu fais le truc, tu fais au moins le volume, tu rentres, ça a pas été ta meilleure sortie mais c'est pas grave parce que c'est la vie de toute façon. Mais est-ce que toi t'as des tricks mentales de te dire OK, mettons là j'ai pas envie de m'entraîner. C'est quoi le truc qui va te faire sortir? Moi, je mets mes affaires. Si la veille, je dois m'entraîner le lendemain matin et que je sais que ça va pas me tenter, ce que je fais, c'est que je prépare mes affaires, je les mets sur la table. Si c'est là, je vais y aller. Moi, je fais ça aussi. Bah, déjà, en fait, pour ça que je trouve ça beaucoup plus facile pour moi d'être dans une prépa parce que je cours tous les jours. Ouais. Et en fait, je vais y aller tous les matins. Ça va être, je me lève, je prends un café, ouais, et je vais courir. Et ça, en fait, c'est tellement simple quand t'es dans une fois que t'es rentré dans ce schéma, que quand t'es pas dans une prépa, là, cette année, c'était, ouais,
bah, je vais me poser un peu. Et puis après, je tombe sur Discord, enfin sur mon téléphone pour travailler. Et puis bah il est Ça plus l'heure prend. d'aller courir. Et puis après, je vais y aller le midi. Des fois, j'y vais. Et puis des fois, je me retrouve à y aller le soir. Et j'aime pas courir le soir. Donc soit j'y vais et je trouve pas ça fun, soit j'y vais pas. Et en fait, des fois, t'as des semaines où waouh. Il y a un moment en mars, je me suis retrouvé à avoir genre 15 kilomètres par semaine. Je me dis, fais quoi là? T'es devenu quoi? Enfin, et je dis pas que 15 kilomètres par semaine, pour quelqu'un qui débute, c'est très bien d'en arriver là. Ouais. Moi, j'étais à 120 6 mois avant. Je descends à 15, bah, tu cours plus en fait. Et tu prends pas de plaisir. Et à chaque sortie, t'es dans un cercle de. Et c'est pour ça que là, t'es dans une prépa. C'est devenu une habitude de courir. Ouais. T'y vas, tu te poses pas la question. Et les jours où tu te lèves, t'as un peu mal et t'as pas envie et tu te dis bon, allez, je sais, c'est normal, ça fait partie du jeu. Vas-y. Parce qu'il y a de grandes chances qu'une fois que tu sois dedans, en plus, tu te dis, ah, c'est cool. C'était pas si pire. Les jours où t'as pas envie, c'est pas forcément les jours qui vont être durs à l'entraînement. Ouais. Des fois, t'as envie, t'y vas. Et en fait, tu dis, ah, mon corps, il répond pas aujourd'hui. Ça fait chier. Mais faut pas écouter ce qu'il y a avant parce que quand tu cours, c'est un autre monde, en fait. Tu sais pas, à chaque jour, tu sais pas comment ton corps qu'est-ce qu'il va te donner ce jour-là, en fait. Mais encore une fois, c'est une limite mentale que tu te mets. Hein. T'es genre, ouais, pas aujourd'hui. Hein. En fait, c'est là que le travail mental commence. C'est de se dire, OK, là, j'ai mis mes chaussures. Ça, c'est la première bataille que j'ai faite, là. J'ai mis mes chaussures. Ouais. Là, je peux y aller. Puis là, tu vas. Oui, peut-être que t'auras pas des bonnes sensations. Là. Ça se peut, là. Mais ça reste que c'est une étape. Parce que toutes les séances vont jamais bien se passer. Puis des fois, moi, j'ai des gens que je coach qui me textent. Là. Il y a un gars qui va faire le petit train du Nord en 2 semaines. Benjamin, il s'appelle. Il m'a envoyé un message il y a 2 semaines. Puis il me dit, hey, je viens de finir ma sortie longue. Ça s'est tellement mal passé. Donc là, tu sais, je lui fais un message vocal. Puis je lui dis, tu sais, Benjamin, là, elles peuvent pas toutes bien se passer. Ouais. Puis la semaine prochaine, tu vas genre la massacrer ta séance. Puis tu vas me texter. Puis tu vas me dire, hey, ça s'est tellement bien passé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il oui. me texte, il me dit, c'est tellement bien passé aujourd'hui, les temps, nickel. Je dis oui, cette séance-là, la semaine dernière, que c'est mal passé, elle t'a servi. Puis elle peut pas tout être bonne. Hein. Je fais demande aux meilleurs du monde. Hein. Il y a plein de séances qui rentrent chez eux puis doivent se dire, aujourd'hui, j'étais vraiment mauvais. Hein. Mais ça reste que tu peux pas toutes les cocher et dire 9 sur 10, sensation. Parfait. Non, ça marche pas. Il y a pas que l'aspect sportif. Enfin, là, on est revenu au Québec. Il y a Antoine qui filme. J'ai un souvenir qui me revient de. Ce jour-là, on va filmer une séance 4 fois 10 minutes au seuil. Donc, quand même un petit truc bien costaud. C'était une période de merde. La veille avait été une journée très, très compliquée sur campus parce que sur un truc. Tu lèves le matin à 6h30, tu vas faire ta séance. Rien. Ouais. Le début, en fait, tu fais le début, tu te dis, bon, ça va passer 10 minutes parce que 10 minutes de seuil, même fatigué, même pas en forme, tu arrives. Tu dis, mais jamais de la vie, elle va finir cette séance. Tu dis, bah, c'est pas grave, on le fait, on va voir. Et même le premier 10 minutes, les chronos, déjà, tu sens que ça commence c'est pas exactement le chrono dès le début. Normalement, un début de séance, tu dois te dire, il faut que je me freine parce que sinon je vais aller trop vite. Ouais. Quand t'as pas ça sur le début, déjà, c'est mauvais signe. Et je pense que je fais un intervalle et demi ou 2. Et je dis, non, ça marche pas. Ça commence à vraiment, les chronos, ils marchent plus. Et moi, ma limite, si les chronos, ils rentrent pas la peine. En fait, fais pas ça en faisant une descente pendant toute la séance. Et on était jeudi. Et je me dis, bon, c'est pas grave. Enfin, sur le moment, t'es pas content. Mais après, tu dis, bon, c'est pas grave. Je remets séance de seuil le dimanche. Et je passe à celle d'après. Je passe de 4 x 10 à 3 x 15 minutes. Qui est vraiment la séance, genre, il n'y a pas au-dessus sur campus parce que 3 x 15, c'est quand même costaud. 3 x 15, c'est solo. Ouais. En solo en plus. Ouais. Et je la fais. Et celle-là, mais je vole. Ça passe tout seul. Ah, ça passe tout seul. C'est dur, mais vous me comprenez. 3 x 15 minutes au seuil. Et les chronos, ils rentrent tout seuls. Je me dis, waouh, c'est génial. En 3 jours. Il n'y a pas eu un switch physique de, aujourd'hui, ça y est, t'as progressé grâce à ta séance de merde il y a 2 jours. C'est juste, il faut effacer. Une fois que c'est passé, ça s'est mal passé, bah c'est comme ça. Ouais. Juste, tu ressasses pas dessus. Tu passes vite à autre chose et tu te dis, pas grave, c'est une séance. Passe à autre chose, je continue. La prochaine, elle devrait être mieux. Et même si elle est pas mieux, bon, si t'en fais 5 de suite où ça se passe mal, là, il y a peut-être un petit message à se passer. Plusieurs de suite où ça se passe mal, faut se poser des questions. Mais une seule, ça arrivera à tout le monde. Ouais. Et il faut, et si tu penses à ton contexte, souvent t'as des petites raisons qui peuvent te faire dire. Mais oui, tu sais, faut, d'accord avec toi, genre, tout ce qui se passe mal, tu le laisses derrière. Puis tu sais, t'as une charge mentale aussi, là. Des fois, une mauvaise journée, ça a des répercussions physiquement aussi, là. T'es pas capable d'aller
de te faire un peu plus mal sur une séance d'intervalle, c'est normal. Hein. Moi, je dis toujours aux gens au monde, si t'as une séance d'intervalle et t'es extrêmement stressé cette journée-là, tu sais, switch-le avec une autre journée. Là. Va faire une run relax ou une marche ou un truc comme ça, mais va pas faire une séance d'intervalle si t'as été extrêmement stressé ou perturbé cette journée-là, parce que c'est sûr que si tu la rates, après ça, si t'es quelqu'un qui quand même ressasse un peu les échecs, etc., ben tu peux dire, ah, j'étais mauvais aujourd'hui, nan. Donc, si t'es stressé, c'est en intervalle, switch avec quelque chose d'autre, c'est totalement correct. Puis souvent, enfin, pour ceux qui l'ont expérimenté et ceux qui vont l'expérimenter, Ouais. tu fais ça, ce jour-là, tu te dis, mais vraiment, ça va pas aujourd'hui. Et toujours attendre quand même le début de ta séance. Ouais. Que des fois, en fait, tu cours et tu dis, oh finalement, ça va aujourd'hui. Donc là, il faut quand même se donner l'opportunité de voir ce que ça donne. Des fois, faire ta petite activation, un début de séance, un premier intervalle, et voir un peu la réalité du terrain et pas juste écouter son cerveau, des fois. Ouais. Mais si tout de suite tu vois que ça passe pas, switch en mode endurance. Ouais. Et en fait, un jour où ça va vraiment pas, même une run d'endurance, bah elle est pas facile en fait. C'est tout devient quand t'es pas là dans ta tête, tout est dur en fait. C'est fou, hein. Tu peux faire une séance de 45 minutes, une demi-heure, puis tu peux partir puis être genre aujourd'hui puis après tu regardes en arrière, tu te dis ouais bah aujourd'hui tu sais meeting stressant, nanana, puis en fait ta séance ça peut être genre horrible. Puis après tu vas avoir une autre séance genre relax d'une demi-heure, t'as une super bonne journée. Tu vas dire ah, je pourrais pousser un petit peu plus aujourd'hui. Mais le mental il joue vraiment sur énormément d'affaires, énormément d'affaires. C'est pour ça qu'il faut s'écouter, mais pas trop. Et alors là, c'est ça qui est compliqué avec ce sujet, c'est oui, il faut s'écouter, parce qu'il faut pas foncer dans un mur, mais si tu t'écoutes trop, bah, tu fais plus rien en fait. En fait, tu t'écoutes, tu fais juste d'endurance fondamentale. Ah non, tu fais que de l'endurance fondamentale. Pourquoi tu irais te faire mal? C'est ton cerveau, le but c'est qu'il dit non, fais pas ça là, c'est très conservateur ce cerveau. Et c'est un paradoxe de fou parce que très conservateur parce que lui il veut que ça reste tout en contrôle, mais en fait si tu restes comme ça, en fait, bon, déjà, tu as une activité physique, mais t'es pas sédentaire, mais ça suffit pas, en fait. Juste du easy te suffit pas à te développer. Non, bah, attends, tu développes rien. Easy, tu vas développer ton endurance fondamentale. Cool. Une fois que tu l'as. Faut que tu l'as. C'est quoi le next step? Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, faut aller se faire mal. Ouais. C'est important pour se développer en tant que coureur, se développer en tant qu'humain. Parce que ça te débloque Après, tu peux te faire mal dans plein d'autres. Enfin, te faire. Ouais. Tu peux te mettre dans l'inconfort dans plein d'autres sujets. Et enfin, je le vois bien dans l'entrepreneuriat, tout ça. Tu vis pas les choses de la même manière. Au bout d'un moment, tu les encaisses et tu les encaisses. Pareil, il faut s'écouter au bout d'un moment aussi. Il faut être un peu bienveillant avec soi-même et pas être. Mais c'est toute une question d'expérience, de nuance et la course t'apprend à gérer ça de manière intuitive après en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Bah moi je pense que la course à pied ça a été l'école de la vie pour moi sur pas mal d'aspects, tu sais, d'avoir été dans le dur dans pas mal de courses. Ça m'a appris, j'ai tellement transposé ça dans la vie de tous les jours à plein d'affaires que que ça soit la résilience, la résolution de problèmes, il y a plein d'affaires que avant j'aurais beaucoup plus paniqué, mal relativisé, etc. Mais que la course m'a juste apprise. La patience, etc. Tu sais, avant, j'étais pas quelqu'un de super patient. Quand tu fais des ultra-trails, t'es obligé d'être patient, là. Ça peut pas aller plus vite que la musique, là. Mais plein d'affaires qui font que maintenant, je suis beaucoup plus résilient, tu sais. Les problèmes qui peuvent se passer dans la vie quotidienne, je les relativise beaucoup plus facilement que ce que je faisais il y a 10 ans. Donc, ce qui est très, très bon. D'accord. Même profil, pas parfait, mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et je souhaite à tout le monde de progresser là-dedans parce que c'est ton chemin. En fait, tes faiblesses, tu les connais dans la vie et tu vas les travailler, quelles qu'elles soient. Ouais. Moi, j'ai les mêmes, là, la patience, c'est pas trop mon truc. Mais en fait, je suis beaucoup plus patient qu'avant. Ouais. Et surtout, j'attache beaucoup moins d'importance à des petits trucs. Ouais. T'es toujours pas patient et toujours un peu. T'as toujours ton caractère, il change pas sur des gros trucs. Ouais. Mais réussir à se dire, ah, ça. Ouais, ça, c'est comme une petite douleur qui apparaît dans la course. Bon, pas grave. Ouais. Avant, t'aurais fait une fixette, puis t'aurais dit, ah, mon genou. Mais c'est ça, ça permet de relativiser sur pas mal d'autres aspects. Ce qui est bien. Ça va te faire grandir comme personne, la course à pied, je trouve. D'accord. C'est sur quelle course tu penses aller grandir encore dans le futur? T'as des
Que l'UTMB, c'était quand même un Graal que t'avais envie d'aller Puis tu sais, c'était faire. pas un truc que genre, tu sais, j'en ai parlé toujours, c'était pas genre, je m'étais dit que je voulais la faire un jour, mais c'était pas genre mon Graal. L'UTMB, ça a jamais été mon Graal. Ok. Là, ça a été quand même une chance du destin de me dire, j'avais 6 roches, je les ai mis en tirage. Pan, UTMB. Bon, bah, c'est là. Tu sais, puis ça va être là, puis c'est pas pour le minimiser, mais oui, c'est le Graal de pas mal de coureurs. Sauf qu'il y a plein d'autres courses. Moi, je m'étais fait une bucket list quand j'ai commencé la course en trail il y a longtemps. Et il y en a encore certaines. Et cette année, tu sais, je l'ai pas couru, mais j'ai pacé mon ami Yann à Western States. Donc, en gros, dans l'année, j'ai quand même fait Western States, UTMB. Puis ça, c'est autre chose, tu vois. Ça, c'est quelque chose c'est un terrain que j'aime beaucoup parce que ça roule. T'as un peu de dénivelé, mais c'est roulant. Donc, tu peux courir. J'avais été courir à Canyon l'année dernière, puis c'est incroyable. De pouvoir courir pendant 100 kilos, la sensation est juste folle. Parce que sur une course comme l'UTMB, tu dois marcher 70% de la course. Canyon, là, j'ai marché 5% de la course. Les 95 autres, tu cours. Puis ça va vite, là. Ça va très vite, tu sais. Pas été super vite, mais tu sais, j'ai fait le 100 kilos en 12h45, genre. C'est quand même vite. Un 100 kilos dans la montagne, t'en as pour... bah oui, tu sais, UTMB ici, 125, moi, ça m'avait pris plus de 20 heures à le faire. Ouais. Mais cette année, bah là, je vais en Afrique du Sud dans 2 mois, qui est une des courses bucket list que j'avais, c'était Cape Town, parce que je suis jamais allé en Afrique. Puis après, j'aurai le Lavaredo, en Italie, dans les Dolomites. Mais j'ai toujours il y a toujours un coin dans ma tête, ça a toujours été un peu la bataille mentale de me dire, le Tour des Géants m'a tellement appris, en tant qu'humain, en tant que personne, sur l'aspect mental, sur beaucoup d'aspects, là. Moi, je suis sorti de là, démoli, là, puis ça a pris longtemps à l'assimiler, cette course-là. Mais après ça, tu pars. C'est ça qui est drôle, parce que tu dis que ça t'a pris 1 an et demi à en revenir, et en même temps, un des plus gros apprentissages. Ah oui. Puis tu sais, c'était une période de ma vie très mouvementée aussi, mais ça m'a permis de relativiser beaucoup d'affaires. Le Tour. Donc à chaque fois, j'ai toujours un peu cette bataille de me dire, j'aimerais bien repartir sur une distance comme ça, parce que pour moi, le Tour, je l'ai fait beaucoup trop tôt. Puis ça, c'est une leçon aussi que je dis toujours au monde, là, c'est oui, parce que ça, c'est même limite plus que l'ultra distance. Moi, j'appelle ça, c'est une aventure. J'appelle même pas ça une course. En tant que tel. Quand tu pars pour ce quoi-ci. Bah moi, ça m'a pris 6 jours. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui ont fini, il y a des Québécois qui l'ont fait là en 105 heures. Tu sais, moi, ça a pris 35 heures de plus. Mais tu sais, c'est de se dire, c'est une aventure. Et des fois, en coin de ma tête, je me dis, bah tu sais, j'aimerais bien retourner dans ce truc-là, le long, l'ultra long. Puis en fait, quand je commence l'UTMB, puis je suis dans une montée ou de 1400 mètres de D+, puis là, en fait, mon cerveau il switch, puis il dit, bah non, t'es-tu malade, là? Faut pas repartir sur un truc de même, là? Genre, le Tour, c'est 25 montées comme ça, là, d'affilée. Tu ferais pas ça. Donc, il y a une course que j'adorerais faire, c'est la Swiss Peak, le 360, là. Ça, c'est quand même une course dans ma tête que j'aimerais ça faire parce que c'est un point to point, c'est absolument magnifique. Mais la Western States, c'est quand même une course qui m'appelle vraiment beaucoup. Mais tu sais, c'est un truc, tirage au sort. Tous les ans, faut que tu valides une course pour le faire, etc. Mais j'ai quand même eu la chance quand même d'avoir un mode de vie puis une job qui me permettent de voyager puis d'aller faire des courses. Donc, j'ai pas mal coché beaucoup de courses. Puis je me dis qu'à 36 ans, d'avoir fait toutes ces courses-là, je suis genre extrêmement chanceux, là. Puis tous les jours, je me le dis, tu sais, j'ai un tableau à la maison j'ai noté toutes les courses majeures que j'ai fait sur le coin de mon tableau, avec plein de phrases, des mantras que chaque jour je regarde. Puis, en fait, à chaque matin, je me le dis, je regarde, puis je fais, t'as quand même fait ça, là. C'est quand même cool, là. Et que t'as que 36 ans. Mais il y en a encore plein que j'aimerais faire, mais la liste devient de plus en plus petite. Puis, je suis pas un gars qui va toujours se me dire, faut que je fasse plus. Peut-être que quand toutes ces courses-là sont finies, peut-être que je vais me tourner vers un autre sport. Peut-être que je resterai dans le sport mais de manière où j'en ferai peut-être un par an, ou je ferai peut-être des plus petites distances 2 fois par an. Mais j'ai pas besoin de savoir maintenant, en fait. Puis j'ai pas vraiment l'envie de toujours me dire je veux faire plus. Parce que l'ultra, ça prend de la place. Tu sais, ça prend de la place dans ta vie pro, ça prend de la place dans ta vie perso. Puis le monde, des fois, ils se rendent pas trop compte de ça, là. Mais moi, j'ai toujours ton entourage, c'est ton équipe de soutien, là. Donc, faut qu'elle aussi, elle soit en adéquation avec ce truc-là. Parce que ça prend de la place. Ouais, c'est clair. La Western State, là, quand tu dis ça, enfin, ce style de course, là, tu m'allumes quelque chose parce que ça me correspond. Ça serait ton style, ça. Ouais. Alors, oui et non. Oui, parce que ça se court. Donc là, quand tu dis ça, je suis
5% de ça se court pas. Puis on en parlait avec Matt pas longtemps. Enfin, j'ai tellement entendu parler de ce style de course que je me dis, faut que j'aille explorer. Pas forcément celle-là, hein, mais ultramarin, tout ça, c'est pareil, c'est plat. Le problème, c'est que je sais, en fait, pourquoi ça m'attire aussi, c'est que ma limite sur le marathon, c'est l'endurance musculaire. Okay. Donc là, une course où tu dis que tu vas courir beaucoup, va falloir être bon là-dessus parce que à un moment, t'es obligé de courir. Si tu cours pas sur ces terrains-là, t'as vraiment l'impression de pas avancer. Et il faut réussir à trouver des solutions sur des aspects, sur ces aspects-là, quoi. Ouais. Puis dis-toi que on l'a fait avec plusieurs Québécois cette course-là quand j'étais allé. Puis c'est tellement un entraînement qui est spécifique là. C'est un 100 kilos, mais c'est pas un 100 kilos comme si tu faisais QMT 110. QMT 110, ça prend l'aspect dénivelé, nanana. Là, c'est comme si je m'entraînais pour un marathon en fait. C'est littéralement ça. Tu sais, les séances qu'on faisait à Montréal, c'était normalement on a fait un 50 kilos sur le Mont-Royal que dans les sections où ça roulait. Ouais, sur le Homestead le cimetière, etc. Parce que c'est ça que ça prenait là. On allait dans le Westmount, on faisait les montées de Westmount, etc. Parce que c'est ça que ça prend, c'est montées roulantes. Donc je faisais pas les éboulis ou la piste de ski là. Ça servait à rien. Donc non, ça serait un type de course qui serait quand même bon pour toi, je pense. C'est ça que je trouve fou dans ce sport aussi, c'est que les meilleurs, tu vas les retrouver sur des courses techniques. Ouais. Et ça, qui n'a rien à voir. Enfin, en termes de manière de préparer, mais de le courir, en fait, tu peux être bon sur un UTMB et pas du tout fait pour. Non. Ils sont tellement forts qu'ils sont bons sur les deux. Non. T'as certaines personnes, elles font les deux, tu sais, Katie Scheid à Canyon, super bien performé, puis UTMB aussi, là. Mais t'as jamais les mêmes profils en tant que tel. Tu sais, tu peux avoir un Jim. Jim, peut-être que c'est l'exception, ou y a d'autres gars, tu sais, Caleb Olson, etc. Ils sont capables de faire les deux, là. Même Matt est capable d'aller vite aussi sur du plat. Mais ça reste que souvent, c'est pas les mêmes profils du tout, là. Tu sais, un Xavier Thévenard, tu le mets sur le 100 kilos de Canyon, pas sûr qu'ils finissent dans les premiers là, du tout là, parce que t'as des gars de marathon qui viennent puis qu'ils commencent à faire des plus longues préparations puis ils arrivent sur un 100 kilos puis te le font en 8 heures. Genre what? Ouais, là en fait sur des distances comme ça, ton niveau intrinsèque sur à quel point t'es capable d'aller vite, là ça redevient un facteur. Alors qu'en montagne, oui évidemment il y a toujours une partie, mais c'est quand même beaucoup plus marginal. Tu peux avoir une VO de max beaucoup plus basse en montagne et t'en sortir bien mieux que le mec qui arrive et qui est super haut. C'est sûr que si tu fais un marathon, je sais pas, en 3 heures ou en moins, bah sûr que là, ton pace va être va quand même être plus bas, mais t'es capable de l'encaisser, là. Parce que si t'es capable de courir un marathon à 2,45, tu vas baisser ton pace à genre, je sais pas, 5,45 du kilo sur le 100 kilos. Tu vas quand même être à l'aise. Tu vas pas être super dans le rouge tout le temps, là. Mais ouais. Ça, moi, j'y pense pour l'année prochaine. Canyon, c'est un peu en coin de ma tête pour avril parce que pour vrai, j'ai tellement adoré ça. Le fait de pouvoir courir 100 kilos, je trouve que c'est mieux que de courir 100 kilos en du technique. Et tu m'emmèneras un jour, ce genre de. Tu viennes. On verra. Faut pas m'engager là parce que après, mais il faut que ça chemine en fait. C'est ça, ce que je trouve intéressant aussi. C'est pareil pour tout le monde. Vous avez du monde qu'on a fait et vous dire je veux faire pareil. Prenez le temps d'avoir une discussion là de 1 heure, 2 heures pour creuser vraiment le sujet et vous dire est-ce que vraiment c'est ça qui vous attire, est-ce que c'est plutôt un autre aspect et te dire j'ai trouvé, c'est ça. Et si c'est vraiment un 160, donnez-vous le temps de si aujourd'hui vous avez fait un 50, dites-vous dans 2 ans, dans 3 ans, enfin. Et ça peut être plutôt si ça se passe bien, mais vaut mieux se dire c'est plus loin et le rapprocher que l'inverse, quoi. Tu sais, j'ai eu une discussion hier soir, j'étais dans un club de course, puis tu sais, on parlait avec les gars, puis on parlait exactement de ça. Le fait d'être progressif dans le sport, puis de pas... Puis j'ai dit, tu sais, moi, j'ai commencé la course, puis mon premier 100 miles, ça a été 2019. Imagine, il y a eu un énorme gap entre plein de distances, là, parce que tu veux arriver là et te dire que non, c'est pas si loin. 6 ans quand même. Ça fait longtemps. Mais tu sais, c'est ça que tu veux arriver là puis tu veux pas le subir. Tu veux être là et te dire j'ai fait tous mes devoirs. Puis ça tu peux le voir comme l'examen. L'examen c'est cette course-là, mais ça reste qu'il faut que tu fasses tes devoirs avant. Si tu les fais pas, tu vas arriver au truc puis ça se peut que tu craches. En fait, j'adore ce que tu dis. Ça c'est vraiment la philosophie que j'aimerais que tout le monde retienne, c'est
tu fais tous tes devoirs. Et si t'as pas l'expérience, forcément, il t'en manquera. Ouais. Mais pas grave. T'y vas pour aller apprendre des trucs. Mais si t'as fait tout ce que tu pouvais faire Ouais. et que tu dis là, je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus. Ouais. T'as pas de raison de stresser en allant au départ de la course. Non. En fait, ce stress-là, tu peux dire non. Ça, c'est un faux stress. Il faut que je le retire parce que j'ai aucune raison de stresser. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ouais. Et après, le reste, ça dépend pas de moi. Ça dépend de l'expérience qui me manque, de ce qui va se passer dans la course. Ouais. Et en fait, oui, souvent, moi, maintenant, parce que je stresse, genre, et 1 heure avant. Parce que là, tu es juste en mode, wow, ok, c'est maintenant. Ouais. Mais pas 2 jours, 3 jours avant, parce que je peux rien faire de plus, en fait. Non. Donc, après, c'est juste, t'es dans l'attente du truc, mais je sais pas comment expliquer ça non plus profondément, parce que les gens vont stresser à l'avance. T'as envie de leur dire, mais est-ce que t'as mal fait quelque chose? Bon, dans ce cas-là, tu peux stresser. Là, si tu sais que t'as mal fait ta préparation, je vais pas rentrer plus loin pour eux parce que c'est trop tard, de toute façon. Ouais. Mais si t'as bien fait et que tu te dis, bah, je sais pas ce que j'aurais pu faire plus, juste essaye de te relaxer et profite parce qu'en fait, tu vas pour ça aussi. Et oui. normalement, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et quand ça se passera mal pour une raison, ça sera, ah, bah, je savais pas. Je note ça dans ma petite liste. Ouais. Et la prochaine fois, ça sera un truc que je saurai et je referai d'autres courses. Et tu continues, en fait, ta liste d'apprentissage, en fait, elle est très longue. Elle est infinie, quoi. Elle est très longue. Mais t'as raison là-dessus, là, le fait de se dire que si tu t'arrives à ta course et que t'es stressé, c'est que toi, t'arrives pas, genre, à te dire, OK, moi, ma préparation était bien. Si ta préparation était saccadée, que genre, ah, bah là, il manque une semaine ici, ou ici, là, oui, tu peux stresser, mais tu peux pas changer. Donc, c'est là que l'aspect mental rentre en compte. Tu genre, OK, ce truc-là, OK, je me suis pas entraîné, fine. La course est là, on va la faire pareil. Mais t'as aussi le fait de faire tes devoirs, puis t'arrives à la course, il va y avoir des facteurs X. Moi, j'appelle toujours ça comme les questions surprises du prof qui change de sujet, tu sais. C'est ça. Ça va arriver, sûrement. L'effet de course, ça arrive tout le temps. C'est normal. Mais, encore une fois, c'est à toi de te faire tes scénarios avant. Il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Comment, moi, je peux réagir à ce truc-là? Et que ça peut être toi, ou aussi ton crew. Mettons, t'arrives, je sais pas, ton crew est pas là. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, moi, à des courses. Je suis arrivé, j'allais trop vite. Bromont 160, je suis arrivé plusieurs fois trop vite. Il y a un truc, j'ai attendu 20 minutes, mon crew. Ils dormaient dans la voiture. Moi, je suis arrivé trop vite parce qu'ils avaient arrêté leur selle, puis ils avaient dit, bah, Nico, il arrive, je sais pas, à 7h40 du matin. Je suis arrivé à 7h20. Bon, eux, ça arrive en catastrophe, nanana. C'est con, mais le Nico de là, cette année, il aurait pris ce qu'il y avait dans le ravito, puis il serait parti. Le Nico d'il y a 6 ans, lui, il s'est arrêté, il a pris un grilled cheese, nanana, puis il a attendu, tu sais. Mais genre, sûrement, il était plus vite. Mais genre, t'as plein de trucs qu'il faut que tu prévois en avance. Le truc des gens qui sont pas là au ravito, moi, je le mets toujours le premier sur ma liste. C'est la première affaire. Si ton crew arrive pas. Parce que le crew, tu sais jamais. Ils prennent des bus, ils prennent des chars, nanana. Après, nutrition, etc. Mais faut toujours prévoir des scénarios différents. Mais si t'es stressé au niveau de ta course, puis que t'arrives et que t'as pas fait une bonne préparation, bah, mentalement, t'as déjà une prise mentale. Donc, ce truc-là, il faut que t'essayes au maximum de le minimiser et te dire, oui, je peux entraîner, fine. La course est là, je peux rien changer. Mais souvent, le monde, en fait, il ressasse. Puis souvent, les gens, tu leur parles à la ligne de départ, c'est ça. Hein. Tu dis alors, puis c'est la pire question du monde. Ça va? Tu te sens prêt? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Ah, ça, c'est la pire question du monde. Puis des fois, t'es genre, bah oui, je suis prêt. Ou alors, et là, les personnes qui viennent et qui te disent, ouais, j'ai pas eu une préparation. C'est déjà la prise mentale de, ils vont avoir mal pendant la course au 60e kilo. Bam, prise mentale. Ah bah, là, je vais arrêter. Souvent, c'est ça. Hein. Alors que si la personne, elle vient, moi, des fois, je suis pas prêt. Hein. Ou alors, peut-être que ma préparation était moins bonne. Si quelqu'un me dit, t'es prêt? Je dis toujours, ouais, je suis prêt. Parce que, il faut que tu sois comme ça. Autoconviction. Autoconviction, c'est toi qui es le maître de ton bateau, là. Et si tu dis, ah non, je suis pas prêt, ou j'ai, une semaine, j'étais blessé un petit peu là, la prise mentale est déjà en ta poche arrière. Puis dès que tu vas commencer à avoir mal, tu vas arriver au ravito, puis ton crew, il va être là, puis il va être un petit peu genre, ah, ça va, mon chéri? Tu sors ta petite excuse, puis bam, DNF. Ça arrive souvent. Ouais. C'est encore une fois, on revient à là, en fait. Ouais. Tout se passe là. Hein. Tout se passe là, et ça, on peut vous donner toute notre expérience ici. Ça ne peut se construire qu'avec sa propre expérience. Ouais. Parce que n'importe quel conseil,
tu ne l'intègres vraiment que quand tu es confronté à son pendant. Et donc, en fait, tu peux prendre quelques raccourcis en écoutant, en essayant de bien maîtriser ce que tu peux maîtriser, mais ça changera jamais le fait que faut que tu ailles sur le terrain, faut que tu fasses des courses, faut que tu apprennes. C'est comme tout, hein. Et ceux qui ont fait le plus de courses, c'est ceux qui sont le plus sereins parce qu'ils sont juste le plus appris. Si on reprend le truc du début, le plus fait d'erreurs aussi. Ouais. Parce que dans tous les cas, c'est tes erreurs qui te font apprendre, et te dire que t'en feras jamais, c'est faux. Ouais. Et il faut l'accepter et juste être OK avec ça. Ouais. Puis je pense que, tu sais, à rebondir là-dessus, là, quand on dit plus t'en fais, plus t'as d'expérience. Mais c'est ça, tu sais, des fois, moi, personnellement, j'arrive à des courses, des fois, puis c'est pas que je minimise, mais des fois, je fais un 50 ou un 80, puis j'arrive, puis je fais un 80, là. Puis des fois, je minimise. Je suis genre, un 80, c'est quand même absolument énorme, là, en distance. C'est très gros, là. Il y a des personnes qui feront jamais ça de leur vie. Donc, des fois, faut respecter ce truc-là aussi, tu sais. Ouais. Si tu commences à arriver dans une zone où tu te dis, je vais faire un 50 ce week-end, il faut que tu le prennes au sérieux, là. Faut que tu arrives et tu te dis, OK, c'est un 50, là. Ça, c'est une grosse distance. Mais les gens t'aident pas à ça. Hein. Non. J'ai des souvenirs là sur mes courses récentes où t'arrives à l'UTHC, tu dis tu fais le 125, non, je fais le 28, et on te dit enfin genre c'est tout. Ouais, c'est tout. Bah c'est énorme à 28. Tu sais, oui, du coup tu peux y arriver un peu plus chill si tu t'es entraîné correctement, c'est pas aussi stressant, et c'était le but de cette course justement que ça le soit pas. Mais pour certains, ça va être leur course de leur vie, et c'est parce que tu peux y passer 4-5 heures, et c'est très bien en fait. Tu sais, Elodie, elle a fait son premier 10 kilos à l'UTHC. Bah elle, ça a été la course de sa vie. Ben oui. Elle est passée à travers tout ce qu'on peut, toi tu pourrais avoir dans un ultra, parce que c'est sa première. Et les racines, là je me suis tordu une cheville, j'ai perdu ma chaussure dans la boîte, et là je suis tombé. Elle dit mais tout ça en 10 kilomètres? Ouais. C'est des vies. Un ultra, c'est une vie. Bah ouais. Puis pour moi, j'appelle toujours ça un ultra. Quand on va en trail, moi j'appelle toujours ça un ultra. Genre, la dernière fois, UTHC, je parlais, puis une fille m'a dit, ça, moi j'ai fait le 10. Puis moi, je dis, c'est un ultra. Tu fais quel ultra ce week-end? Elle dit le 10. Elle dit, c'est pas un ultra. Je fais, oui, c'est un ultra. Parce que c'est l'ultra de quelqu'un, là. Un 5, un 10, n'importe quoi, là. C'est un marathon de quelqu'un. Ou alors, tu sais, des fois, ils l'ont dit aux gens, là. Je cours le marathon de Montréal, mais je fais le 21. Je fais, oui, c'est le marathon. Parce que c'est des grosses distances, là. Il y a très peu de monde qui font ça dans le monde, des grandes distances, là. Puis même faire un 1 km, un 5, un 10, faut que les gens actifs, c'est des athlètes. Ouais. Tout le monde est un athlète. Les gens actifs, c'est un petit pourcentage, et actifs, souvent, mais je fais que 5 kilos. Oui, mais tu cours plusieurs fois par semaine, toutes les semaines. Moi, je déteste tout le monde faisait ça. Moi, je déteste le que. Les gens qui me disent ça, puis les gens, c'est souvent parce que ils nous voient, puis ils me disent, mais toi, tu cours des 100, des 160, puis ils disent, j'ai fait que 5 km. Je fais, non. T'as fait 5 km. Et le que, là, il me... C'est la même chose que quand on parle de vitesse. On dit, mais toi, Ouais, mais déjà, quand tu commences par oui, mais toi, ça devrait être balayé, parce que tu regardes pas le... Là, je te parle pas de ta performance en mode, on va se comparer. Non, c'est... Toi, t'as tout ce que t'en tires, et tu peux faire 33 heures à l'UTMB, ou 25 ou 40, et sur un 10 kilos, tu peux faire 30 minutes ou 1 heure. Ouais. C'est limite, t'apprends plus quand t'es sur 1 heure et que t'es sur tes premières courses, que quand t'en as fait plein et que t'en dis, je fais un 10 kilos. Il y a un moment où t'apprends moins parce que t'en as fait plein. Le début, c'est là où c'est le plus... c'est le plus dur. Toujours commencer. Commencer sur plusieurs. Et moi, j'ai au monde à chaque fois, ils me disent, ouais, mais tu sais, toi, tu vas vite, hein. Tu vois, mais quand j'ai commencé, là, j'ai commencé comme tout le monde, hein. Je commençais, je jouais au soccer, mais tu sais, des fois, j'allais courir 10 km, puis je rushais ma vie, hein, quand j'allais courir. Ouais. On a tous commencé quelque part, là. On a tous un point de départ, puis à partir de là, oui, t'as certaines personnes, ils ont une marge de progression qui est plus rapide, mais ça reste que tout le monde commence à zéro, là. Mais c'est juste qu'il est loin. Donc en fait, les gens pensent que tu regardes jamais le passé, c'est lui, il a commencé comme ça. Il a commencé fort. C'est parce que maintenant, tout le monde veut aller vite. Tout le monde va dire, moi, je veux faire ça. Moi, j'arrête, je fais, je commençais à courir, je sais pas, à 2010, 2012. C'est loin, là. C'est extrêmement loin. 2004. T'imagines? C'est débile à quel point tu y penses. Puis tu dis, oui, maintenant, je suis arrivé là. Je suis capable de faire, je sais pas, un 10, un 21, un marathon dans ce temps-là. Et
le time frame est tellement long. Hmm. Mais maintenant, il faut arriver de là à là en 6 mois. Ouais, T'as plus le choix. et puis ça n'existe pas. Enfin, moi, je reprends genre mes premiers demi-marathons. Alors, celui que je retiens le plus, c'est parce que c'était fou. C'est New York. Ouais. Et waouh, enfin, t'es sur Times Square, tout ça, c'est genre c'est un peu la magie, mais surtout, c'est la première fois que je fais vraiment un temps sur demi, que je commence à maîtriser la distance. Donc ça va vite, mais après la course, je suis raqué comme sur un marathon. Descendre les escaliers pour descendre dans le métro, je les descends en arrière sur un semi-marathon, et les gens ils disent pour 21 kilos. Ouais, je suis passé par là avant de réussir à finir un marathon et avant de repousser le stade de. C'est pour ça que je dis, Wednesday Days, cool, mais endurance musculaire. Là, je parle de 2017. Ça fait quasiment 10 ans et tu peux repousser tes faiblesses. On a tous. Chacun ses faiblesses. Moi, le cardio, ça va super bien. Mais on s'en fout, en fait. Bah oui. Et du coup, tout le monde passe par ses propres limites. Et ton but, c'est comment je contourne mes limites, comment je les fais progresser pour que ça m'emmène à l'étape d'après. Et ça, c'est le chemin. Ouais. Et même sans parler de course, juste le chemin de te dire j'arrive à emmener mon corps dans une zone qui est meilleure que celle d'avant. Ouais. Et d'être plus résilient dans la tête pour aussi encaisser le ça fait mal. Bah ouais, ça fait mal. Mais t'imagines, le time frame est tellement plus petit maintenant que même en étant pro et en restant chez toi en faisant juste courir, récup, tu peux pas faire ça en un an, tu sais. Le corps, il a tellement besoin de temps pour s'adapter, la tête pour travailler, etc. Tu sais, tu remodèles pas ton mental en 6 mois, là. C'est impossible. Puis je pense que le monde pense juste ça, à se dire, moi, je peux faire ça, super rapide. Oui, mais t'es pas pro, t'as une vie, t'as un travail, il y a plein de trucs il y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que ça prend du temps. Il y a un truc qu'on est en train, petit à petit, il y a quand même des études, des choses qui sortent sur, j'ai hâte qu'on en voit plus sur le kilométrage à vie. Ouais. C'est une des choses les plus importantes dans votre progression, c'est depuis combien de temps tu cours. Combien de kilomètres t'as accumulé sur tes jambes, parce que là, moi, j'ai une année un peu plus slow, on va dire, mais je peux revenir rapidement à du 80 kilos semaine. Ouais. Il y a une progressivité quand même, je repars pas à 120 de jour, mais le 80, c'est comme business as usual, parce que ton corps, il est juste plus solide avec le temps et il te permet de faire plus de choses. Et ça compense largement les années qui passent au final. Mais ça, on parle de 20 ans de course. Ouais. Et peut-être que on n'a pas besoin de 20 ans, mais 10 ans, c'est beaucoup. Mais c'est pas en un an. Ça se fera pas en un an. Ça se fera même pas en 2 ans. Je sais pas combien d'années il faut pour commencer à avoir une résilience vraiment forte, mais ça se compte au moins en 5-10 ans, en fait, pour vraiment avoir ce... C'est moi l'exemple que j'ai qui est quand même sur moi, là, mais tu sais, quand j'ai fait Ottawa, quand on s'est rencontrés, tu sais, moi j'ai fait Ottawa en 2018, et moi je me rappelle mes semaines, mon corps était capable d'encaisser 80-90 max. Il pouvait pas. Pour vrai, le reste après, je me réveillais le lundi matin totalement raqué. Train du Nord l'année dernière, j'ai logué des semaines à 130-150 pendant genre 2 mois, et le corps était parfait. Puis j'étais genre, la différence entre le Nico de 2018 et le Nico de 2024, parce que j'ai laissé le temps à mon corps de commencer à encaisser des grosses semaines. L'ultra se retranscrit super bien sur l'entraînement sur route aussi. Mais ça, faut laisser juste du temps. Puis le temps, c'est la monnaie la plus chère. C'est la monnaie la plus chère et c'est ce qu'on veut le plus. Oui. Prendre des raccourcis, parce que je prends souvent l'exemple Amazon, mais tu ne feras pas livrer ton corps de demain en un jour. Ah non, c'est impossible. C'est pas un entraînement qui va te faire. C'est un entraînement, en fait, il te fait progresser C'est une brique. C'est une maison. Moi, je dis genre, c'est une maison. Vois le mur derrière. Puis tu peux choisir ta maison. Tu veux une petite maison ou tu veux un château? Moi, personnellement, je veux un château. Donc, le château, il y a beaucoup d'étages. Donc, je mets toujours une petite brique à chaque fois. Puis ceux qui veulent aller trop vite, ils se construisent une petite cabane. Puis une petite cabane, quand elle est finie, tu fais quoi? Tu fais plus rien. Une extension. Ouais, là, t'es pas encore à la tourelle du château. Là. Non, là, je suis encore loin. J'aimerais bien dans ma petite tourelle dans mon château. Écoute, on va continuer d'aller construire notre château. Ouais. Il aura pas la même forme à la fin. Le tien, il risque d'être dans une colline ou dans une montagne. Le mien, il sera peut-être au bord de la mer, là, sur un terrain plat. C'est comme cool, la mer. Mais chacun construit son petit château. Ouais. Et c'est ce que je te souhaite à toi, mais à tout le monde aussi, de
d'être là encore dans 5 ans, dans 10 ans et de pouvoir dire ah ouais c'est vrai. Je me rappelle ce qu'ils disaient les deux vieux coureurs là. C'est vrai, on est vieux. Hein. Et ouais, c'est ça. Et ben merci beaucoup Nico. Merci de m'avoir reçu. Merci à tout le monde d'être encore là parce que vous avez écouté jaser de tout ça. Ça fait longtemps quand même. Hein. 2 heures je pense. C'est vite. Mais ouais ça. Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre pour ceux qui ont vraiment envie d'aller dans cette ils sont plus là de toute manière ceux qui étaient en moi je veux que ça aille vite ils ont pas écouté les 2 heures parce que non mais ça m'intéresse pas je veux des raccourcis moi et c'est pas ce que tu viens chercher ici parce que ça existe pas et on vend pas de la magie de toute façon dans ces épisodes donc merci à tous on se retrouve sur un prochain épisode Merci. sinon on va aller courir maintenant Peut-être. ciao tout le monde Ciao. Ça a duré 2 heures? pas long. Damn! Un petit peu moins je pense Je veux dire sympa. ouais Good job. merci C'est beau. j'ai pas utilisé beaucoup mon iPad T'as même pas répondu à ça. et il a laissé la caméra en plus. Tu ferais pas, vas-y. J'ai pas répondu à la question. Ben, je pense oui sur, mais en fait, je pense que dans tous les cas, il y a une partie de moi qui a envie d'y aller, mais juste pas prête encore. Ça serait peut-être dans 5 ans, je sais pas. Mais je pense, ouais, plus sur sur quelque chose de relativement roulant. En tout cas, ce qui est- que je conçois bien, c'est de dire, hey, tu pars tôt le matin, t'arrives même tard le soir. Ouais. Ça, je le conçois bien, Ouais. c'est une journée de course. Ouais. Aller passer une nuit, pour l'instant, en tout cas, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que je regarde avec des yeux émerveillés, mais sans avoir l'envie d'y aller. Mais moi, de toute façon, je regarde jamais le très long terme. Je dirais plus des jamais, Ouais. parce que dans 6 mois, je sais pas ce que je penserai. Ouais. Et dans 2 ans encore moins. Donc on verra. Mais ouais, Western States, ce genre de format, ça, petite boucle de ceinture là. Je te paye ici si tu fais à Western State.